Tout le monde a coupé le micro. Oui, merci. J'espère que vous m'entendez tous. Nous sommes environ 24 et je ferai, qu'il y en a d'autres arrivent, je les admettrai au fur et à mesure. Alors, nous allons commencer la conférence de ce soir. Je suis Yvan Sirin, chargé par Rosane Charpine, la présidente de l'association Dauphiné-Savoie de l'IHEDN, de piloter cette visioconférence, même si, bien entendu, je ne suis pas pilote, hein, moi je suis fantassin. Ce soir, nous avons demandé aux deux conférenciers d'intervenir dans le cadre de l'étude qui est menée par la E8, hein, sous le titre Défense, l'Union européenne à la croisée des chemins. Un vaste sujet, bien entendu, mais d'actualité quand celle-ci est bouleversée au quotidien et à travers le monde. Je résume par la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, des guerres évidemment, et l'élection de M. Donald Trump à la présidence des États-Unis qui entend les régler rapidement. Et l'Europe dans tout ça, quel avenir de sa défense? J'accueille maintenant nos deux invités qui ont bien voulu nous éclairer par leur regard d'universitaires experts des sciences politiques et économiques sur le sujet et qu'ils ont redéfini sous la question se prendre en main ou subir. Alors pour ceux qui ne les... Je rappelle qu'il faut couper les micros, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Patrick Roland, micro, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne les connaissent pas, qui n'ont pas vu l'affiche, Delphine Deschaux-Ducard. Delphine Deschaux-Ducard, docteur en sciences politiques, maître de conférence en sciences politiques de l'Université Grenoble-Alpes et membre du Centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes. Monsieur Renaud Belay, docteur en sciences économiques et chargé d'enseignement en économie de la défense et de la sécurité à l'Université Grenoble-Alpes, mais aussi à Saint-Cyr-Couëtquidan, dont je fus élève au passage, à l'Université Paris 1, à l'Université Paris 2, à l'École Management de Lyon. Également en économie de l'innovation à l'Université Paris 1 à l'Institut de Bretagne. Il est co-directeur de l'Observatoire de la Défense Orient. Alors, sans plus attendre, on va laisser la parole. Je rappelle qu'il faut couper le son pendant l'intervention de nos conférenciers. Delphine Deschaux-Ducard commencera avec un petit support PowerPoint et Renaud Belay continuera pour terminer leur intervention. À l'issue, nous pourrons commencer à poser des questions de façon à engager un dialogue avec eux sur le sujet qui nous intéresse ce soir. Je laisse la parole à Delphine Deschaux-Ducard. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation et votre invitation à surtout réfléchir avec vous à un sujet qui est hautement d'actualité au regard de la conférence sur la sécurité de Munich qui s'est tenue ce week-end et qui montre combien le chemin vers une défense européenne qui soit réellement autonome est long et encore très difficile. Et donc là, l'idée, moi, c'est avec la présentation que je vais vous faire de poser un certain nombre de jalons en fait sur ce qui existe déjà. Et puis sur un certain nombre de pistes qui ont évolué depuis la guerre en Ukraine et sur les limites principales qui se posent en matière de défense européenne. Et en fait, j'ai saisi le sujet sous l'angle de l'autonomie stratégique européenne en matière de défense. Alors, je précise bien en matière de défense parce que quand on parle d'autonomie stratégique européenne, en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus global que la seule défense.
puisque ça touche aussi le domaine du numérique, par exemple, ça touche aussi le domaine des technologies en particulier. On a vu qu'il y avait un sommet sur l'intelligence artificielle la semaine dernière, donc c'est aussi un sujet très préoccupant pour l'Europe. Et là, on va se concentrer sur les questions de défense. Alors, si on se pose la question de l'autonomie, est-ce que vous pourriez couper les micros, s'il vous plaît? Parce qu'il y a un écho qui est très pénible. Merci. Alors, si on se pose la question de l'autonomie stratégique européenne, c'est toujours important de revenir un peu sur le quand ça commence, en fait, puisque c'est une thématique qui est très ancienne. Certains diraient que c'est même un serpent de mer. Et c'est une thématique qui remonte à la présidence du général de Gaulle et aux fondations de notre politique étrangère française. Et ça remonte en particulier à la volonté de Gaulle de créer une voie médiane, en fait, entre les deux blocs pendant la guerre froide. C'est une thématique qui va en fait ensuite ressurgir au gré des crises que va traverser l'Union européenne et notamment les crises dans son voisinage, avec notamment une résurgence de la thématique au moment des guerres des Balkans, quand les Européens en fait sont incapables d'abord de prévenir la guerre, ensuite d'essayer de participer seuls au règlement du conflit, donc ils doivent se tourner vers les États-Unis, vers l'OTAN. Et c'est du coup une idée qui va aussi de pair avec une deuxième idée qui a beaucoup refait surface depuis la guerre en Ukraine. C'est l'idée qu'il y aurait une identité européenne particulière. Parfois, on parle de caucus. Là, maintenant, on parle de pilier au sein de l'OTAN. C'est-à-dire que la position des Européens dans l'OTAN, c'est une position un peu particulière qui doit être consolidée entre Européens dans la perspective potentielle future d'un désengagement dont on verra l'ampleur dans le futur des Américains de l'OTAN. Donc, vous voyez que tout ça, ça remonte quand même à très, très loin. Et on se rend compte que toutes les crises de sécurité que l'Union européenne a rencontrées dans son voisinage, depuis la fin de la guerre froide, ça fait réémerger en fait cette thématique de l'autonomie stratégique européenne. Et plus récemment, pour nous Français, c'est une idée qui a beaucoup d'importance parce qu'elle a été reprise dans nos livres blancs, en particulier celui de 94 déjà et celui de 2008, et puis bien sûr dans la revue stratégique de 2017, qui a par la suite été actualisée 2 fois, dont notamment la dernière fois en 2022, dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et c'est d'ailleurs une thématique qu'on retrouve aussi beaucoup dans les discours de notre président, que ce soit le premier discours de la Sorbonne en septembre 2017, le dernier discours de la Sorbonne l'année dernière, au mois d'avril, et qui, dans les mots du président français, va parfois de pair avec une deuxième idée, qui est l'idée d'armée européenne, même si on voit bien que là, pour l'instant, c'est une idée qui est plutôt laissée de côté, qui est appelée de ses voeux par le président Zelensky, mais qui n'a pas de réelle substance, en fait, autre que politique. Donc, l'idée, c'est que c'est une idée politique qui est en fait sur la table depuis très longtemps pour les Européens, mais qui a beaucoup de mal à se concrétiser. Et si ça a du mal à se concrétiser, cette question de l'autonomie stratégique européenne, c'est que c'est un terme qui ne parle pas forcément de la même façon à tous les pays européens. C'est-à-dire que là où nous, Français, nous utilisons volontiers le terme autonomie stratégique européenne en matière de défense, pour nos partenaires, et notamment, je pense aux partenaires allemands, le terme qui va être utilisé, c'est plutôt celui de souveraineté. Donc, vous voyez que déjà, entre autonomie et souveraineté, on n'est pas exactement sur la même conception de ce que devrait être la défense européenne. Alors, on peut malgré tout tenter de définir l'autonomie stratégique européenne en estimant que c'est pour l'Union européenne la capacité à agir sur son environnement de sécurité en choisissant, ou au contraire en ne choisissant pas, de recourir à l'aide de tiers, c'est-à-dire en particulier l'aide américaine. Et c'est cette idée de choix et de capacité à choisir qui est vraiment importante derrière l'autonomie stratégique européenne. Et du coup, pour pouvoir en fait avoir ce choix, eh bien, il faut que l'Union européenne se dote des moyens qui lui permettent de mettre en œuvre cette autonomie stratégique européenne. Et donc, cette autonomie stratégique européenne, elle se décline essentiellement dans 4 grandes dimensions. Donc, moi, je vais essentiellement aborder les 2 premières, les dimensions politiques et institutionnelles. Et Renaud va plutôt aborder les aspects capacitaires et industriels, puisqu'il est vraiment extrêmement bien documenté sur ces questions. Mais vous verrez qu'en fait, on va retrouver dans les 2 cas des limites qui sont communes, en fait, quelles que soient les dimensions étudiées. Alors, si on regarde d'abord ce qu'il en est de la défense européenne en termes de généalogie, on se rend compte que c'est vraiment, pour le coup, un sujet qui avance au gré des crises, donc qui est beaucoup discuté au moment de la Communauté européenne de défense en 1900, entre 50 et 54. Puis suite au rejet du traité de Paris par l'Assemblée nationale, c'est un sujet qui va tomber vraiment dans le tabou jusqu'à la fin de la guerre froide. Et c'est la dissolution du pacte de Varsovie et la réforme de l'OTAN
qui permet de relancer cette question d'une future potentielle défense européenne, alors notamment avec un rôle très important à l'époque du couple franco-allemand, à travers les prises de position assez fréquentes de Mitterrand et Kohl sur la question. Et ce qui va accélérer en fait la réflexion sur le besoin que l'Union européenne s'occupe aussi d'affaires étrangères et de défense, c'est les guerres des Balkans. Puisque dans le contexte des guerres des Balkans, on est en pleine négociation du traité de Maastricht. Et donc, c'est dans ce contexte-là, suite à la guerre de Bosnie, que les Français et les Allemands vont réussir à persuader les autres Européens, et notamment les Britanniques, qu'il faut adopter un titre sur la PESC, la politique étrangère commune, c'est-à-dire qu'il faut que l'Union européenne puisse aller plus loin que la seule consultation sur les affaires de politique étrangère. Et puis, suite à cette adoption du traité de Maastricht, qui ouvre une toute petite porte, en fait, en mentionnant pour la première fois une future défense commune, ce qui va vraiment débloquer les choses, c'est l'expérience du Kosovo, qui exerce sur les Britanniques une énorme pression psychologique, puisqu'au moment du Kosovo, les Britanniques, en fait, sont en pleine élection. On a une alternance qui permet à Tony Blair d'arriver au pouvoir. Et Tony Blair va finalement remettre sur la table le sujet de la défense européenne, cette fois en acceptant, là où la Grande-Bretagne avait toujours refusé. Et c'est ce qui permet, en fait, de débloquer les choses et de fonder la politique européenne de sécurité et de défense en 1999. Et cette politique va ensuite être intégrée dans les traités pour devenir, avec Lisbonne, la politique de sécurité et de défense commune. Donc, vous voyez que c'est vraiment tout un cheminement, y compris un cheminement juridique, en fait, qui n'est pas seulement un cheminement de réflexion stratégique, mais c'est aussi un cheminement juridique dans le cadre de l'Union européenne. Alors, cette thématique de la défense européenne et de donner à la défense européenne une potentielle autonomie stratégique, elle a été beaucoup relancée sur la dernière décennie. Alors d'abord, à la faveur du contexte international qui est très troublé, qui commence en fait avec l'annexion de la Crimée en 2014, qui se fait aussi sur la toile de fond de la guerre civile en Syrie, du Sahel, la Libye, le retour des attentats en Europe, le Brexit, qui vient en fait enlever le veto britannique sur un certain nombre de chantiers qui étaient bloqués dans la défense européenne, comme par exemple la coopération structurée permanente, comme par exemple l'idée de créer un petit QG qui permettrait à l'Union européenne de conduire des opérations sans avoir besoin de demander à l'OTAN ses moyens de planification. Donc tout ça, en fait, crée une situation qui permet à la problématique de réémerger. On a le discours du président Macron à la Sorbonne en 2017, qui appelle de ses voeux à nouveau une Europe de la défense, une autonomie stratégique. Et cette fois, ce discours, il va être relayé aussi dans les institutions européennes, ce qui n'avait pas forcément été beaucoup le cas, en fait, jusque-là, puisque Charles Michel, en 2020, estime que l'autonomie stratégique, c'est le chantier de notre génération. Et quand vous regardez les déclarations de Mme von der Leyen, par exemple, on voit qu'elle s'inscrit en fait dans cette idée de davantage muscler la défense européenne. Elle ne parle pas forcément toujours d'autonomie, mais elle parle de muscler en fait la défense européenne. Et puis, ça a été aussi le gros chantier de la présidence française de l'Union, qui est tombée pile justement au moment, qui commence en janvier 2022 et qui va prendre de plein fouet la guerre en Ukraine. Donc, on voit bien là encore que cette question de la défense européenne, elle doit beaucoup en fait à l'interaction entre l'Union européenne et les crises de sécurité qui existent dans son voisinage, voire plus loin, puisque les crises de sécurité, elles embarquent l'Union européenne jusqu'en Afrique. Et si besoin, on pourra parler un petit peu du cas de la République démocratique du Congo, qui est vraiment très intéressant du point de vue de la défense européenne. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'autonomie stratégique européenne, elle s'appuyait donc sur plusieurs piliers, piliers institutionnels ou politico-institutionnels, piliers capacitaires, piliers industriels. Si on regarde d'abord, qu'est-ce qui permet à l'Union européenne de prendre des décisions collectives en matière de défense? Ça a beau ne pas forcément être très médiatique, on a quand même un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'outils qui existent dans l'Union européenne pour pouvoir décider ensemble. Et d'ailleurs, on l'a vu au moment de la guerre en Ukraine, au début de la guerre, les Européens ont très vite réussi à adopter ensemble des sanctions contre la Russie, ce qui n'avait pas été le cas auparavant. Et là, ils ont réussi à se mettre en ordre de marche très vite. Mais ce n'est pas la seule chose intéressante. Il y a beaucoup d'autres choses, et notamment en matière de défense, on peut retenir parmi tout le dispositif des traités sur l'Union européenne 2 clauses qui sont importantes. La clause de défense commune, article 42, paragraphe 7, qui fait en fait obligation aux États membres d'aider un État qui ferait l'objet d'une agression armée sur son territoire.
Donc, imaginons, la Finlande fait l'objet d'une agression armée par la Russie. Elle est en fait protégée par l'article 42, paragraphe 7. La Finlande a préféré intégrer l'OTAN, mais de facto, parce que la Finlande est membre de l'Union européenne, elle était en fait déjà protégée. Mais, comme chacun sait, elle a préféré prendre une police de sécurité qu'elle a jugée supérieure. Cette clause de défense commune, elle a été utilisée pour l'instant une fois par le président François Hollande au moment des attentats de Paris en 2015. Et c'est dans le cadre de cette clause que nos alliés européens nous ont en fait soutenus dans notre intervention contre des cibles de l'État islamique en Syrie. Alors en apportant par contre chacun ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire que cette clause elle fait obligation de solidarité mais pas de moyens, ce qui veut dire que dans le cas par exemple des frappes en Syrie, certains de nos alliés, c'était le cas des Britanniques, ont participé aux frappes avec nous, d'autres alliés, c'était le cas de l'Allemagne, ont plutôt aidé en matière de renseignement ou d'évacuation sanitaire. Mais c'est une première clause qui est intéressante, qui existe. Il y a une deuxième clause qui est intéressante aussi, dans la mesure où elle dépasse le seul domaine militaire, c'est la clause de solidarité, qui est l'article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et cette clause-là, ce qui la rend intéressante, c'est que d'abord, elle peut couvrir des cas du type attaque terroriste, cyberattaque de grande ampleur, voire catastrophe naturelle, causée ou non par l'homme. Mais surtout, c'est une clause qui permet de faire jouer l'aide des institutions européennes. C'est-à-dire que la clause de défense commune, elle va faire obligation aux États de participer en fait à aider l'État agressé, là où la clause de solidarité fait plutôt entrer en mesure les institutions européennes. Donc, vous voyez que sur le plan strictement juridique, il y a déjà des ferments d'autonomie stratégique européenne, pour peu qu'on veuille bien les utiliser. C'est toujours la même chose. De la même façon, l'Union européenne a développé une réflexion stratégique. Alors certes, une réflexion stratégique qui est encore loin d'être aboutie. Quand on lit la boussole stratégique de 2022, ça saute aux yeux, mais pour autant, on ne part pas de zéro. Et cette boussole stratégique, elle s'inscrit encore une fois dans une continuité de documents stratégiques depuis 2003. Donc là encore, l'idée, c'est d'essayer de poser sur la table à 27 un certain nombre de priorités stratégiques et de se demander comment on veut faire face à ces priorités stratégiques et quels moyens on veut mettre en place. Et typiquement, là, dans la boussole stratégique adoptée en mars 2022, une des idées phares, c'est d'abord d'investir mieux dans la défense. Pour l'instant, on n'en est pas encore tout à fait là, et je pense que Renaud va en parler, mais aussi d'être capable de déployer, alors, à l'horizon de cette année, une force de 5000 hommes. Et là, moi, c'est plutôt là que j'aurais tendance à être un peu sceptique parce que quand on voit le précédent des battle groups, qui étaient des petites unités militaires qui existent en fait au sein de l'Union européenne, qui sont censées permettre à l'Union européenne de réagir rapidement en cas de crise, en fait, ces battle groups n'ont jamais été utilisés. Donc, ça pose une vraie question par rapport à cette force de réaction rapide de 5000 hommes. Comment on va l'utiliser? En fait, qui décide? Où est-ce qu'on l'envoie, etc. Donc, là encore, on a des idées, mais on n'a pas encore exactement les clés pour les mettre en œuvre. Pour pouvoir prendre des décisions collectives, il y a aussi des organes à Bruxelles qui permettent à la défense européenne de fonctionner. Donc, bien sûr, d'abord le Conseil européen, la réunion des chefs d'État, et puis il y a des organes dédiés qui, entre les conseils européens, permettent en fait de continuer à travailler les sujets. C'est le rôle notamment du COPS, qui réunit les ambassadeurs des 27 pays européens, et puis du comité militaire de l'Union, qui réunit en fait des officiers des 27 pour pouvoir continuer en fait entre les conseils européens à parler de défense européenne, à faire des propositions, à faire avancer les sujets. On a aussi une haute représentante, qui est en fait la voix et le visage de l'Union dans le monde, qui est Kaja Kallas actuellement, qui est l'ancienne première ministre estonienne, et qui a quand même un énorme avantage par rapport en fait aux hauts représentants qu'on a pu avoir auparavant, c'est qu'elle semble assez convaincue par la défense européenne. Elle a même proposé il y a quelques mois de créer un fonds commun ou un mécanisme commun qui équivaudrait à ce qui avait été créé pour le Covid, qui permet de mutualiser la dette des États quand il s'agit d'investir dans la défense et d'acheter en fait des équipements de défense. Alors là encore, c'est une idée qui est loin de faire l'unanimité, mais c'est une des idées de la nouvelle haute représentante de l'Union. Et puis, on a aussi un commissaire européen à la défense qui a remplacé M. Breton, qui est désormais M. Kubilius, dont l'un des chantiers actuels, c'est la rédaction à venir d'un livre blanc de la défense européenne.
Voilà encore, il y aura beaucoup de travail. On ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir dans ce livre blanc, mais là encore, on voit bien qu'il y a quand même, du côté des institutions européennes, un certain nombre de choses qui se passent. Et puis, on a l'Agence européenne de défense, qui est là pour essayer de coordonner, de favoriser en fait la coordination entre États en matière de recherche et de développement d'armement. Et puis, autre élément qui a évolué depuis peu, c'est le fait qu'on a au Parlement européen une commission qui s'occupe d'affaires étrangères et de défense, qui est en fait devenue une commission de plein exercice. Alors, certes, le Parlement européen, il reste assez marginal sur les questions de défense, mais ça témoigne quand même d'une reconnaissance progressive du sujet, y compris dans les institutions qui ne sont pas exécutives. Donc, sur le plan institutionnel, on a un certain nombre de jalons qui existent déjà. Sur le plan des capacités maintenant, on a aussi en fait déjà pas mal de choses. Encore faut-il les utiliser, tout est là. Donc l'Union européenne a d'abord traditionnellement des outils civils. On l'a beaucoup vu en fait à travers le cas des sanctions. Les sanctions qui peuvent être aussi des cybersanctions d'ailleurs depuis 2020. Mais l'Union européenne, elle a aussi des outils militaires. Et d'ailleurs, je vous ai mis une petite carte ici que j'ai trouvée sur le site internet du Service européen pour l'action extérieure, qui montre en fait où l'Union européenne déploie actuellement des missions militaires ou civilo-militaires. Donc, vous voyez qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, l'Ukraine est loin d'être le seul endroit où l'Union européenne a concentré ses efforts sur les dernières années ou les dernières décennies. Alors malgré tout, les outils militaires de l'Union européenne restent encore assez modestes et ils ont plutôt pour but d'essayer de favoriser la coordination. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les groupements tactiques, belle idée, jamais utilisés. On pourra revenir sur les raisons de leur non-utilisation. Le mini QG de planification d'opérations créé en 2017, il existe désormais à Bruxelles, mais avec des limites, notamment le fait qu'il ne peut pas planifier d'opérations militaires de combat. En fait, on se limite à des opérations non exécutives du type ce que l'Union européenne a fait au Mali, la formation de soldats. Un outil qui est peut-être plus intéressant, c'est la coopération structurée permanente, la PESCO. Alors même si là encore, c'est un outil qui a l'avantage de rassembler une majorité d'États européens qui sont très intéressés au sujet, mais le problème, c'est qu'on a tellement de projets dans le cadre de cette PESCO, à peu près une soixantaine, que très peu sont réellement aboutis. Et là encore, est-ce que ce n'est pas de la dispersion de moyens ? Le Fonds européen de défense, qui est un outil financier de la Commission qui vise à financer des projets industriels. Et puis, quelque chose dont on parle beaucoup en fait depuis l'Ukraine, qui est la Facilité européenne de paix, qui, dans le cadre de la guerre en Ukraine, permet de financer la livraison d'armes à Kiev, mais qui, en fait, au départ, n'a pas été créé pour ça, qui a plutôt été créé pour permettre d'assister, en fait, militairement des pays, et notamment des pays africains, à reconstruire leur système de sécurité militaire, donc assister, en fait, la recréation ou la formation d'armées. Et puis, en dehors du cadre de l'Union européenne, on avait aussi quelque chose qui est un peu en stand-by, qui est l'initiative européenne d'intervention, lancée par le président Macron en 2018, avec la participation des Britanniques. Et là encore, l'objectif, c'est d'essayer de mieux coordonner nos forces armées quand il y a de potentielles interventions communes. Donc là encore, quand on regarde strictement du point de vue de l'autonomie stratégique européenne, en fait, on a un certain nombre d'outils qui existent, qu'on ne va pas forcément utiliser pleinement, mais on a des choses. La question, c'est toujours pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas? Alors, depuis 2022, s'ajoute à tout ça un certain nombre d'éléments. D'abord, le fait qu'on a un certain nombre d'États qui étaient assez réfractaires à la défense, et c'est notamment le cas du Danemark, qui était très orienté vers l'OTAN et qui avait une clause d'exemption sur la défense européenne. Et le Danemark, lui, a rejoint la politique européenne de sécurité et de défense. Donc ça, c'est plutôt intéressant de voir que si des États comme le Danemark évoluent, font un pas vers l'Union européenne, ça permet en fait d'envisager un futur pour la défense européenne qui soit peut-être un peu plus substantiel. De la même façon, la défense européenne, elle s'associe depuis 2022 à toute une réflexion autour des domaines de l'espace, du cyber et du numérique, dont on a bien vu, encore une fois, avec la guerre en Ukraine, mais pas seulement, que ce sont en fait les terrains de conflit qui deviennent vraiment fondamentaux et qu'il faut en fait qu'il y ait une position européenne sur la question. Bon, la Facilité européenne de paix, bien sûr, qui a pris une place prépondérante dans le dispositif et qui actuellement représente à peu près 8 milliards d'euros d'aide militaire européenne, qui vient s'ajouter en fait à l'aide individuelle que les États membres ont pu mobiliser. Et ça, c'est sans compter l'aide civile et humanitaire de l'Union européenne.
Et puis, on a un certain nombre d'instruments qui ont été créés pour faciliter en fait la coordination européenne en matière de production d'armement et de munitions. Alors, avec beaucoup d'acronymes, hein. Malheureusement, l'Union européenne adore les acronymes, donc notamment le plan ASAP, qui est un plan qui permet de favoriser la production de munitions en commun. Les DIRPA aussi, qui est un règlement qui vise à booster la capacité de production industrielle en commun. Et puis, un certain nombre de plans stratégiques qui ont été mis sur la table par la Commission récemment, au printemps dernier, notamment le plan EDIS et EDIP. Peut-être que Renaud en parlera. Donc, vous voyez que là encore, les choses ont quand même pas mal évolué depuis 2022. Malgré tout, le tableau reste quand même assez sombre et on l'a bien vu hein, là, ce week-end. D'abord parce que, en dépit de toute l'énergie, qu'elle soit financière, humanitaire ou militaire, que les Européens ont investi dans la guerre en Ukraine, on voit bien qu'en fait, la voie européenne, elle n'est pas forcément reconnue dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde caractérisé par la lutte de puissance, qui est exacerbée par des pays comme les États-Unis et la Russie. Et très clairement, le message en fait que nous fait passer le président Trump, c'est qu'il n'y a pas de voie européenne, parce qu'on n'est même pas invité aux négociations sur la guerre en Ukraine. Donc c'est quand même assez symptomatique pour dire que c'est un peu finalement le retour à un adage qui existait déjà à l'époque des années, au début des années 2000, au moment de la guerre contre le terrorisme, quand il y avait eu la fracture en fait entre les Européens qui avaient décidé d'intervenir en Irak et ceux qui, comme la France et l'Allemagne, avaient décidé de s'abstenir. En fait, il y avait un adage américain qui disait que les Américains cuisent, préparent le repas et que les Européens lavent la vaisselle. Bon, on est revenu à ça. Très clairement, sur l'Ukraine, on est revenu à ça. Et quand on entend aussi parler de potentiel déploiement de troupes, c'est assez frappant de voir qu'en fait, ce seraient des troupes qui sont là pour assurer la supervision du cessez-le-feu. Encore une fois, est-ce qu'on a fait tout ça pour ça, finalement? Bon, je trouve ça, en tout cas à titre personnel, je trouve ça assez décevant de voir que si c'est ça l'autonomie stratégique européenne, effectivement, je crois qu'on fait fausse route complètement. Alors, cette difficulté, en fait, de la défense européenne et d'une défense européenne qui puisse atteindre une autonomie stratégique plus substantielle, elle tient à plusieurs grandes limites. D'abord, le fait qu'il y a un désaccord entre les Européens sur les priorités stratégiques qu'ils ont. C'est-à-dire que même avec la guerre en Ukraine, là où la France, par exemple, continue de regarder aussi vers d'autres régions, et notamment vers l'Indo-Pacifique, certains de nos partenaires restent en fait focalisés uniquement sur la menace russe. À raison, certes, mais le problème, c'est qu'on vit dans un monde qui est menaçant et pas seulement par le biais de la menace russe. Donc, on a des difficultés finalement à s'entendre sur quelles sont les principales menaces, tout simplement parce qu'on n'a pas encore de culture stratégique commune. Donc ça, c'est un premier problème. La question du déploiement des troupes, on l'a vu aussi sur les débats depuis le printemps dernier, qui est aussi une difficulté puisque comme chaque pays est en fait responsable du déploiement de ses troupes, et c'est tout à fait normal, on n'a pas de président de l'Union européenne qui soit élu démocratiquement, qui puisse répondre de la vie et de la mort des soldats, c'est une prérogative qui relève des États. Et le problème, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire quand on envisage d'avoir une force de réaction rapide européenne collective? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait si certains États veulent déployer et d'autres pas? Est-ce qu'on n'est pas coincé? Est-ce qu'on n'est pas finalement limité et condamné à l'inaction? Donc ça, c'est encore une fois, c'est une problématique extrêmement complexe qui est à résoudre dans les années à venir. La question budgétaire, là encore, même si la plupart des pays européens ont beaucoup augmenté leur budget de défense, je lisais tout à l'heure qu'au global, les dépenses cumulées de défense de l'Union européenne ont bondi de 30% depuis 2021. Mais malgré tout, on a quand même encore une situation très contrastée selon les États, avec une Pologne qui est à 4%, et puis d'autres pays qui sont un peu en dessous des 2%, voire très en dessous. C'est le cas notamment des États neutres comme l'Autriche. Et d'ailleurs, il est question aussi dans les discussions qui ont lieu aujourd'hui en France, à Paris, avec différents partenaires européens, de savoir qu'est-ce qu'on fait finalement de la limitation des critères de Maastricht, en fait, de la limitation des déficits publics à 3%. Est-ce que cette règle doit continuer de s'appliquer si on veut investir dans la défense? Certains pays comme la France souhaitent l'assouplir, d'autres pays comme l'Allemagne sont plutôt en fait des pays frugaux qui veulent la maintenir. Et en Allemagne, c'est même un enjeu très important dans la campagne électorale actuelle, où pour la majorité en fait des partis politiques, il est hors de question de lever le fameux frein à l'endettement qui existe en Allemagne. Vous voyez qu'on n'a pas du tout la même vision des choses. Évidemment, la question de la relation UE-OTAN qui est devenue plus actuelle que jamais avec Trump, mais là encore, pour l'instant, on ne voit pas encore d'unité européenne sur comment se positionner, quelle est la bonne distance par rapport à Washington.
Même si, alors le risque là avec les gesticulations trumpiennes, c'est qu'on doit peut-être se décider très vite sur cette relation, mais malgré tout, pour l'instant, on n'a pas en fait de réel accord entre Européens sur la bonne distance à tenir vis-à-vis des Américains et surtout comment faire en sorte de diminuer notre dépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis, tant en termes de réflexion stratégique qu'en termes d'armement. Et ça rejoint à la question qui, à mon avis, va être traitée par Renaud, qui est la question du marché européen de défense, qui pour l'instant est largement absent. Là, je vous donne un seul exemple, mais qui est un exemple qui, moi, m'a beaucoup frappé, c'est l'achat par l'Allemagne d'avions F-35 en 2022. Ce qui peut faire un peu grincer des dents, c'est qu'en France, il y a un Rafale. Alors après, il y a plein de raisons qui expliquent hein, qu'il n'y ait pas eu d'achat de Rafale, mais voilà, beaucoup de pays continuent d'acheter sur étagère et ça freine de facto la constitution d'un marché européen de défense. Et puis enfin, la dernière chose sur laquelle je souhaitais terminer, qui m'a été un peu inspirée par ce qui se passe là depuis ce week-end, c'est une vraie problématique de reconnaissance en fait de l'Union européenne par les grandes puissances. C'est-à-dire que dans un monde qui est un monde de réelle politique, la posture de l'Union européenne qui a été en fait historiquement d'être une puissance normative, c'est-à-dire qui exporte des normes avant d'exporter de la force, c'est vraiment une posture qui est en pleine remise en cause et on voit bien que l'Union européenne n'a pas de réponse pour l'instant, alors qu'elle est sommée de trouver une réponse. Et ça, c'est, à mon sens, le vrai défi en fait qui conditionne tout le reste. Voilà, j'ai déjà été trop longue, donc je vais laisser la parole à Renaud, et qui va pouvoir emboîter le pas sur les perspectives plus économiques. Merci Delphine. Donc, bonsoir à tous. Moi, je vais compléter un peu les propos de Delphine parce qu'on a parlé d'autonomie stratégique européenne. L'autonomie stratégique, c'est un objectif politique. C'est être capable de comprendre les situations et d'agir par soi-même sans aucune restriction. Ce qui renvoie à la notion de souveraineté, puisque la souveraineté, c'est aussi ne pas subir la loi d'un tiers. Et ça suppose de maîtriser, bien sûr, des forces libres, mais avec des moyens capacitaires aussi qui soient maîtrisés. Et donc ça, c'est la vraie question qui se pose. Souvent, l'autonomie stratégique, elle est vue par certains pays comme la capacité à s'équiper, à acheter des matériels américains. Et pour beaucoup de pays, c'est suffisant parce que de toute façon, ils n'opéreront jamais sans l'aide des Américains. Mais on voit bien quand même qu'il y a une certaine limite. Je pense que l'arrivée de Donald Trump pour une deuxième fois à la Maison-Blanche montre que demain, il pourrait très bien nous lâcher, hein, très clairement. Mais c'est pas nouveau. Pensez à Obama par rapport à la Syrie, par rapport à la Libye. On a vu que lorsque les intérêts américains sont divergents avec les intérêts européens, eh bien, on a la possibilité qu'ils refusent de nous donner accès aux moyens dont ils disposent. Et c'est pour ça que, finalement, si vous reprenez l'histoire, cette notion de défense européenne par les Européens, elle est problématique parce qu'en fait, c'est un impensé, surtout en Allemagne, par exemple, dans les pays qui ont bénéficié finalement de la protection de facto américaine. C'est plus facile de ne pas payer pour une défense qu'on a de facto. Eh bien, elle se pose depuis longtemps en termes de choix et de capacité à maîtriser notre avenir. Et ça, c'est compliqué du point de vue philosophique parce que ça suppose aussi de faire face à certains choix difficiles. Si vous prenez l'histoire française, finalement, le point de rupture, c'est pas 1958, l'arrivée du général de Gaulle, mais 1956, l'opération de Suez, qui est un désastre pour les Français et les Britanniques, avec deux réactions différentes. Les Britanniques ont choisi d'être plutôt proches des Américains pour ne jamais être de nouveau dans la situation où on pourrait leur refuser des matériels et des munitions. Et la France qui a choisi, à l'époque, déjà de dire, bien, il faut maîtriser en fait nos sources d'approvisionnement, car c'est la seule condition pour être vraiment autonome. Hein, si on n'est pas capable de maîtriser les matériels, on ne sera pas capable d'opérer, puisqu'on manquera de pièces détachées ou de munitions. Mais aujourd'hui, plus qu'hier encore, il faut pouvoir concevoir les matériels pour pouvoir en fait les maîtriser véritablement, au sens où il n'y a pas de boîte noire, il n'y a pas de possibilité de chevautroi qui pourrait nous empêcher de les opérer. Hein, pensez par exemple qu'aujourd'hui, si vous achetez du F-35 comme les Allemands, comme l'a mentionné Delphine, le risque c'est que eh bien, vous n'ayez pas les logiciels pour faire fonctionner votre système et peut-être même une prise de contrôle à distance par des Américains. Et donc ici, il faut garder en tête qu'on est sur des matériaux, enfin des matériels qui sont très très physiques, hein, comme un avion de combat, mais le F-35 a 24 millions de lignes de code. Donc ici, c'est plus un ordinateur volant que véritablement un avion. Et donc, c'est-à-dire ici que si vous maîtrisez pas ces dimensions-là, eh bien, vous êtes un peu embuté. Alors la France a fait le choix, souvent vu comme d'opposition par rapport aux Américains,
de développer une autonomie stratégique. Hein, le terme est arrivé tardivement, comme Delphine l'évoquait, mais la logique fondamentale, c'est la sécurité d'approvisionnement, qui est le fondement même de la construction des États-nations dans le domaine de la défense depuis la Renaissance. Hein, il y a des ouvrages assez célèbres qui en parlent. En fait, si vous voulez être capable de conduire une politique indépendante, eh bien, il faut maîtriser vos sources d'approvisionnement dans la défense. Sinon, vous êtes dans les mains de celui qui vous fournit. Et donc ici, cette notion de sécurité d'approvisionnement, elle est aujourd'hui un enjeu majeur, euh, avec des politiques très ambitieuses comme la France. Mais en fait, quand vous regardez en Europe, vous avez 50 nuances d'autonomie stratégique et parfois des choix contradictoires. Parce qu'en fait, bien sûr, si vous êtes un tout petit pays, bah, de toute façon, vous ne serez pas capable de vous défendre tout seul. Hein, c'est pour ça que des pays baltes, par exemple, sont très intéressés pour avoir des soldats américains sur leur sol parce qu'ils savent que si un soldat américain est tué, les États-Unis iront se battre. Mais c'est une stratégie un peu à la Pyrrhus, si on peut dire. Et donc, mais entre deux, en fait, on se rend compte que cette notion d'autonomie stratégique, elle est quand même problématique, même pour les pays qui sont les plus atlantistes. Donc, la France, depuis 1956, et encore plus avec l'arrivée du général de Gaulle en 1958, la création de la DGA à l'époque DMA en 1961, essaie de mettre en place une politique où on aura les équipements dont on a besoin par nous-mêmes, en tout cas pour la plupart des matériels, ceux qui sont les plus critiques. Alors bien sûr, avec la contrainte budgétaire, on a restreint le spectre de nos ambitions, mais on a une théorie des trois cercles depuis le livre blanc de 2003, si je me souviens bien. Mais en fait, on reste dans cette politique. Mais quand vous regardez nos pays partenaires, eux-mêmes cherchent à avoir une certaine autonomie stratégique. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, en fait, cela reflète des déconvenus par rapport aux Américains. Hein, donc l'autonomie stratégique, c'est comprendre la situation, pouvoir agir. Eh bien, en fait, dans le renseignement, encore aujourd'hui, on se rend compte que les pays européens, les plus ambitieux en tout cas, ne peuvent pas dépendre des États-Unis. Hein, très récemment, les Britanniques ont annoncé la mise en place d'une constellation de satellites d'observation de la Terre, radar puis optique, parce qu'en fait, si vous ne maîtrisez pas le renseignement, eh bien, on peut vous faire croire n'importe quoi. Hein, c'est la fameuse situation à l'ONU lors de la guerre en Irak, où on a pu démontrer aux Américains qu'ils ne pouvaient pas prouver qu'il y avait des armes de destruction massive, alors que la plupart des alliés considéraient, et Tony Blair en premier, considéraient que c'était vrai, puisque les Américains le disaient. Eh bien, ça, c'est pas possible. En termes de capacité d'appréciation des risques et des enjeux, c'est problématique. Et donc, les Britanniques viennent de se doter d'une constellation, en tout cas de mettre en place à l'horizon 2031, une constellation de satellites pour être capable de maîtriser la source première de l'information. Mais vous me direz, on a souvent opposé l'approche britannique sur les avions de combat à l'approche française, hein, très centrée sur Dassault. Et donc, est-ce que les Britanniques sont finalement dans cet aveuglement de la dépendance aux Américains? On pourrait le penser que le F-35. Mais en fait, là encore, déconvenu des Britanniques. Ils n'ont pas accès à toutes les briques du système. Et donc, ils sont dans un certain un angle mort, en fait, dans beaucoup de dimensions. Ce qui explique pourquoi ils ont lancé un programme de sixième génération qui n'est pas la suite du F-35. Donc, ce qui veut dire ici aussi que même les pays les plus atlantistes, et je pourrais donner des exemples sur les Allemands, sur d'autres pays, même les Polonais ont l'ambition de développer leur industrie. Alors ça, c'est un côté plutôt positif pour la France. Finalement, on était plutôt précurseurs, on est plutôt en avance, on a quand même 70 ans d'expérience, d'autres sont beaucoup plus jeunes, et pour suivre de près les discussions franco-polonaises dans l'armement, il y a une volonté, mais une question de maturité des pays. Donc ici, on a un vrai problème, c'est que la France n'est pas capable d'expliquer pourquoi son choix n'est pas contre les États-Unis, mais par comment dire, réflexion sur la véritable maîtrise de notre défense. Et comment porter cette ambition au niveau européen? Alors c'est compliqué quand on a des élus qui ont tendance à expliquer, à faire la leçon un peu. Hein, le président Macron est un peu dans cette optique, malheureusement. On cherche à expliquer aux gens ce qu'ils devraient faire plutôt que de leur expliquer comment ils devraient rejoindre la position française. Mais on a quand même des sources d'espoir. J'ai évoqué les Polonais. On a des discussions avec les Britanniques. On a relancé les discussions autour des traités Lancaster House, qui a été en 2010 fondateur d'une relation d'intégration en fait entre les efforts français et britanniques dans la défense, dans la filiation des accords de Saint-Malo en 1998. Donc il y a ici parfois un paysage plus nuancé. Le problème, c'est que une fois qu'on est d'accord sur l'ambition que l'on peut avoir, le problème qui se pose, c'est que il n'y a pas d'Europe de la défense, contrairement à ce que disent les Français. Hein, l'Europe de la défense,
ça n'a pas de sens que du point de vue institutionnel, la défense n'est pas une dimension de l'Union européenne. Il faut rappeler que depuis l'article 223 du traité de Rome jusqu'à l'article 348 du traité fondateur de l'Union européenne, eh bien, on a en fait une exclusion de la compétence de l'Union européenne parce que c'est un domaine de souveraineté nationale. Hein, c'est très clairement défini. Et le problème, c'est que on est en une contradiction. On a d'un côté la nécessité de développer des outils, mais qui deviennent trop coûteux, en fait. Hein, aujourd'hui, si vous regardez les rapports parlementaires, par exemple, on estime que le programme Rafale aura coûté 40 milliards à la France d'euros et que le programme successeur pour la sixième génération sera de 90 milliards. Donc, on voit bien ici que, même si on peut avoir des grandes ambitions nationales, eh bien, on n'a pas les moyens, ou les moyens, en tout cas, d'entretenir les compétences au niveau national sur la seule commande nationale. On peut chercher un échappatoire de l'exportation. C'est qu'a fait la France, hein, avec des succès notables. Mais l'exportation est toujours une opportunité, une chance, pas une certitude. Et donc, la solution intermédiaire, c'est les programmes en coopération. Et donc, vous voyez qu'en fait, depuis les années 80, essentiellement, se multiplier des projets en coopération avec un succès toujours relatif, dans la capacité à conduire ces projets ou à même les lancer. Parce qu'en fait, les États cherchent à trouver un compromis entre la maîtrise des outils de la défense au niveau national et le partage des coûts. Mais on voit bien ici qu'on a une tension qui est très forte entre la nécessité de partager et la volonté de garder la maîtrise. Et ça explique pourquoi les coopérations intergouvernementales sont un peu embutées. On le voit si vous regardez le MGCS dans les systèmes de combat futurs en franco-allemand, si vous regardez dans le SCAF, le système de combat aérien du futur entre les Allemands, les Français et les Espagnols, eh bien, c'est très compliqué à mettre en place parce que chacun veut tout et son contraire. On voudrait bien les bénéfices de la coopération sans les contraintes. En fait, on le voit. Il y a des études qui l'ont montré, notamment Chris Hartley sur l'Eurofighter. Il montre que finalement, eh bien, on va ruiner l'économie de la coopération au sens où on va mettre des caveats, des conditions qui vont restreindre l'efficacité de la coopération. La coopération, c'est simple. Vous avez un budget national ou un marché national qui est trop petit, donc vous voulez mutualiser avec d'autres pour élargir la base. Et pour cela, ben, dans le monde civil, quand on fait ça, on veut spécialiser des activités entre les différents pays, des sites de production, pour dégager des économies et de l'efficacité. Le problème, c'est que les États veulent les bénéfices, mais pas les coûts. Et donc, ils vont mettre en place des contraintes qui vont ruiner l'économie, hein, ne serait-ce qu'en coût de développement. On va dupliquer les choses. On veut avoir tout partout. Hein, et donc, avec parfois des logiques extrêmement surprenantes de duplication, on va voir. Donc, en fait, la multiplication des centres de développement, des centres de production. Prenez l'exemple du hélicoptère Tigre, franco-britannique, franco-allemand, pardon. Bah, le Tigre a été conçu parce qu'aucun des deux pays, la France et l'Allemagne, ne pouvait se payer un hélicoptère de ce type-là tout seul. Et on a quand même réussi à avoir des équipements spécifiques dans chaque pays, des productions locales de ces équipements et des chaînes d'assemblage finales qui sont dans chacun des pays. Or, si vous êtes rationnel, eh bien, vu les volumes de production, une seule chaîne aurait été pertinente. Mais aucun des deux États n'était prêt à accepter d'abandonner finalement la compétence. C'est ce qui explique pourquoi vous avez très peu de consolidation, notamment dans le domaine terrestre et naval, parce que bien sûr, bah, dès que vous voulez consolider des chantiers navals qui sont déjà très consolidés au niveau national, c'est-à-dire que vous allez tuer un chantier naval, hein, typiquement. Ça peut même conduire à des retours en arrière. Par exemple, entre la Suède et l'Allemagne, Thyssen et Kockums avaient fusionné dans les chantiers navals. Et la Suède a considéré que l'Allemagne reconcentrait trop d'activités, enfin, ThyssenKrupp concentrait trop d'activités en Allemagne et risquait de vider de sa substance le chantier naval Kockums. Et il y a quelques années, la Suède a provoqué une crise majeure en forçant ThyssenKrupp à vendre ses chantiers navals pour récupérer la main au niveau national. Donc, vous voyez bien ici que tout ça ne crée pas beaucoup d'efficacité en termes de partage des coûts et partage de la production industrielle. On peut avoir quelques gains, parce que bien sûr, on peut mutualiser certains coûts, mais ça reste trop limité par rapport à une efficacité et une viabilité à long terme. En fait, on voit ici que les États ne sont pas prêts à renoncer à un des derniers domaines sur lesquels ils ont encore la main, très clairement. Il y a bien sûr des enjeux aussi locaux, des enjeux économiques, hein, qui sont
pas indéniable dans certains pays ou certaines régions, parce que il y a une certaine dépendance et un bénéfice aussi, cette volonté d'un retour sur investissement, hein, ce qu'on appelle le geo-return en anglais, euh, le fait d'avoir à due proportion au centime près. Je ne me moque pas d'ici parce que je l'ai vécu dans le cadre de Frama 400M quand j'étais chez Airbus. Euh, on a pu voir des discussions où on était au millième de pourcentage de répartition des dépenses entre les différents contrats et les financements des États. Donc ça devient parfois aberrant. Donc ça veut dire ici que les États, finalement, sont dans des logiques où ils ne sont pas si aptes à coopérer entre eux. Et en plus, cerise sur le gâteau, souvent, les États viennent avec des besoins qu'ils estiment différents, ce qui crée en fait, on peut dire soit des produits qui sont insatisfaisants parce qu'ils ne répondent à aucun des pays concernés, ou à créer de pseudo-coopérations. Au lieu d'avoir un produit unique, c'est quand même l'objectif quand même de mutualiser, de massifier finalement la production et de standardiser les produits pour réduire les coûts de développement, eh bien, on va avoir une multitude de produits avec, si vous regardez par exemple les frégates franco-italienne FREMM, eh bien, il faut pas trop les regarder de près parce que sinon, vous allez voir beaucoup de différences. Hein. C'est pas le jeu des 1000 erreurs où vous avez 23 versions. Donc, on a réussi à avoir un programme, il y a 600 hélicoptères qui étaient en prise de commande initiale. Mais au final, 23 versions, bah, vous ruinez complètement l'efficacité puisque ce sont autant de développements de fournisseurs différents et de complexité. Vous n'avez pas d'effet de série dans la production. Donc ici, en fait, on voit que les États ont cherché une alternative à l'impasse au niveau des programmes nationaux, notamment pour les équipements les plus ambitieux, mais on entre sur des butées de conflits d'ambition, de sécurité d'approvisionnement nationaux, avec raison. Hein, si vous regardez par exemple, Delphine, je suis désolé, hein, mais les Allemands, ils ont la fâcheuse tendance à interférer dans la capacité des pays partenaires de programmes en coopération sur la capacité de fabriquer ou de livrer des matériels. Mais ici, on peut comprendre que l'intérêt souverain de l'Allemagne soit d'empêcher une livraison à un pays tiers, mais n'est-ce pas aussi une entrave à la souveraineté des pays partenaires en réciproque? Alors, quelque part, pour l'Allemagne, c'est facile parce qu'ils ne se battent pas. Donc, c'est plus facile de prendre le risque de ne pas être approvisionné. Mais on voit bien ici que on a un problème structurel parce que il n'y a pas de défense européenne en tant que telle. Il y a des formes de défense européenne, mais il n'y a pas d'Europe de la défense. Et justement, bien sûr, la solution serait d'avoir une Europe fédérale où, en fait, on transférait la compétence au niveau fédéral et la question serait résolue. Malheureusement, les traités ne le permettent pas et les États n'y sont pas très ouverts. Alors, la question, c'est quand même comment trouver des solutions. Et c'est là où on rejoint la soupe d'alphabet qu'évoquait Delphine. On a une stratégie de la Commission qui est intéressante parce que c'est une stratégie de contournement de tout ce que je viens de dire. En fait, en 1996, la Commission, le commissaire Bertelsmann, a essayé de secouer un peu le cocotier en disant bon, on va normaliser la défense. Hein, cet article, à l'époque, c'était 296, je pense, du traité d'Amsterdam. Eh ben, il faut le supprimer. Il faut normaliser le marché de la défense et arrêter ces histoires de c'est une prérogative des États. Alors bien sûr, vous imaginez bien que les États n'ont pas laissé faire. Ils ont tenté de construire des outils de coopération entre eux, mais avec des limites très fortes. Hein. Vous avez l'OCAR, vous avez l'Agence européenne de défense. Mais finalement, en fait, comme je disais, on est toujours dans des luttes contradictoires. La Commission, après s'être pris une volée de bois vert, a pensé ses plaies, mais elle a cherché à reposer en fait les questions. Et elle l'a fait en cherchant à poser des règles communes. Elle a dit aux États, ben, vous n'êtes pas capable de travailler entre vous, et moi je vais vous aider à travailler mieux ensemble. Et elle l'a fait en deux étapes. La première étape, c'est poser des règles communes. Hein, vous n'êtes pas capable de vous autodiscipliner en quelque sorte, ben, je vais vous aider. Ce sont les deux directives de 2009 qui sont des directives qui doivent faciliter le fonctionnement du marché. Si on veut schématiser, il y a une directive sur les transferts intracommunautaires qui doit permettre la fluidité du côté de l'offre. Hein, bien sûr, si vous voulez créer des consolidations au niveau de la BITD, la base industrielle et technologie de défense au niveau européen, eh bien, il faut que vous puissiez travailler avec des partenaires dans différents pays sans entrave. Et donc, cette directive dit, eh bien, on ne doit pas imposer des règles de restriction de contrôle des exportations entre Européens.
Il faut laisser une certaine fluidité qui va permettre une recomposition et donc une consolidation pour vraiment renforcer la base industrielle, la rendre plus robuste. Mais ça ne marche que si vous êtes capable d'avoir la sécurité d'approvisionnement par rapport à un pays voisin. Si votre pays vous dit, ah, non, ça va pas fonctionner, c'est compliqué. Deuxièmement, il faut ouvrir les marchés. Bien sûr, si vous voulez consolider, il faut faire émerger des champions. Et ça, c'est la directive sur les marchés publics de défense et de sécurité, qui doit permettre bien d'inciter à s'approvisionner non pas auprès de fournisseurs parce qu'ils sont d'une nationalité, mais parce qu'ils sont les meilleurs. Et donc ici, on voit qu'on a des règles qui sont très positives. J'étais fortement surpris quand même que les États laissent faire, mais en fait, les États ont conscience de leurs propres limites. Le problème, c'est que on a créé un cadre incitatif, mais qui n'est pas impératif. Et donc, eh bien, on se rend compte que les États jouent le jeu quand ça va, dans le sens de ce qu'ils voudraient faire, mais ils sont très défensifs malgré tout. Et donc, la Commission a dit, bon, alors, ça fonctionne pas bien, on va essayer de faire différemment. On va mettre en place un système où je vais essayer de tirer les bonnes leçons des programmes en coopération. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est efficace, ce qui n'est pas. Et puis, on va faire des programmes, on va faire des nouvelles règles, un nouveau cadre de régulation, mais je vais vous donner des incitations financières. Et c'est donc l'articulation que on voit au travers d'EDIS, la stratégie industrielle européenne de défense. Euh, on a mis en place un ensemble de mécanismes qui doivent permettre de financer le développement de capacités en commun et l'achat de des capacités en commun. Et donc ici, la Commission a dit, voilà, moi je peux avoir un peu d'argent. Les États sont toujours désargentés, donc ils sont toujours intéressés pour avoir de l'argent. C'est comme la maison en épices, hein. On n'attire pas les enfants. Voilà. Et donc, eh ben, les États, c'est pareil. Les États ont besoin d'une incitation. Je dirais implicitement, sans le dire, d'une légitimation d'une décision qu'ils ne peuvent pas prendre par eux-mêmes. La Commission a dit, bah, je vais mettre 13 milliards sur la table, qui sont transformés en 9 milliards. Mais en fait, si vous faites des projets en coopération et que ces projets suivent les règles que moi j'ai identifiées comme étant de bonnes règles, je vais abonder en fait vos dépenses. Et donc ici, eh bien, c'est un moyen de pouvoir engager des projets en ayant un supplément de financement. Mais c'est aussi un moyen pour les États de se dire, bah, je n'ai pas fait de concession. Je n'ai pas concédé à un autre pays des règles et lui-même n'a pas fait de concession. Et donc, en quelque sorte, la Commission se pose en quelque sorte en juge de paix en disant, mais moi, je ne suis pas partie prenante à vos histoires. D'ailleurs, je ne parle même pas d'armement. Ça, c'est votre problème. Je vous parle d'efficacité industrielle, puisque c'est l'article 172, pardon, du traité qui est mobilisé, qui est sur la compétitivité industrielle et pas du tout un article du traité sur la défense. Donc, en fait, la Commission, elle ne fait que rendre plus efficace des coopérations. Et le fait que ce soit dans la défense, c'est le choix des États de l'accepter. Alors ici, c'est très intéressant, mais vous voyez bien ici que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent quand même. Et on a eu un effet d'accélération qui était déjà prévu en fait dans la déclaration de Jean-Claude Juncker en 2016, dans son État de l'Union, qui est de dire, voilà, bien sûr, ce fonds européen de défense, il va être doublé d'un programme d'investissement dans la défense, qui doit permettre de passer du stade du développement au stade de l'acquisition. Et donc, ici, eh bien, c'est de dire, si vous travaillez avec de bonnes règles en coopération, ben, je vais vous donner un petit peu d'argent aussi. Et ça, c'est le programme EDIP, hein, qui a été annoncé dans la stratégie EDIS, mais qui a été en quelque sorte boosté par la guerre en Ukraine, puisque après le sommet informel de mars 2022, eh bien, la Commission a lancé deux outils, ASAP et DIRPA, qui sont des outils qui, en fait, sont des précurseurs d'EDIP, en ce sens qu'ils vont tester des règles et montrer que, en fait, la coopération, c'est pas faire semblant de coopérer pour financer un programme national qui ne dit pas son nom, hein, comme le NH 90 ou l'EFREM, mais ici, eh bien, c'est un produit unique. Et donc, en fait, c'est une révolution là aussi. Ça veut dire aussi qu'on cherche à standardiser des produits plutôt qu'à chercher le mariage de la carpe et du lapin, hein, qui est le cas dans certains équipements qu'on peut voir soit avec des versions très divergentes, soit des solutions médiocres, puisqu'elles sont extrêmement moyennantes. Donc, on voit ici que, en quelque sorte, depuis 2022, la Commission a réussi à avoir une fenêtre d'opportunité où elle cherche à transformer les règles et elle a ce catalyseur qui est le financement supplémentaire qu'elle apporte. Donc ici, finalement, comme toujours, les crises
sont un effet accélérateur des transformations. Alors, néanmoins, ces programmes, le Fed et EDIP, reposent sur des logiques de coopération intergouvernementale. Donc, c'est un petit peu la limite que l'on peut voir à cette approche, c'est-à-dire que la Commission n'est qu'un catalyseur. Comme l'article 346 s'applique toujours, eh bien, ce sont toujours les États qui sont maîtres du jeu. Mais en fait, dans une certaine dépendance, peut-être croissante. D'ailleurs, si on a les ambitions de Cubilius d'avoir 100 milliards de plus au niveau européen, eh bien, plus le montant européen sera important, plus les règles du jeu portées par la Commission pourront être fortes. Donc, on voit ici quand même que ça, c'est un élément important. Je finirai sur ça parce que je pense que j'étais un petit peu long. Parce que on voit bien que la fragmentation de la demande et de l'offre en Europe est une limite intrinsèque à la capacité de répondre à des crises. On a vu, par exemple, comment ça s'appelle? Thierry Breton, quand il était commissaire européen, a fait la tournée des sites de production de munitions et s'est rendu compte que finalement, la capacité de production en Europe était 2 fois plus importante qu'aux États-Unis, mais qu'elle était complètement incoordonnée et donc mal utilisée. Et donc ici, on voit que on a un potentiel énorme qui suppose quand même la vraie émergence d'une base industrielle et technologique de défense européenne, ce n'est pas forcément toujours dans l'intérêt des grands groupes, hein, qui préfèrent être protégés parfois, comme Dassault ou d'autres, derrière leur barrière nationale, hein, il ne faut pas se leurrer. Mais en fait, ici, ce qui est important, c'est de consolider, de rendre plus fluide ce monde pour le rendre plus efficace. Et on voit que la Commission a des outils importants, qu'elle a pu progresser, si tant est qu'elle puisse mettre en œuvre tout le potentiel. Donc on voit ici quand même que la question peut se poser de cette capacité de la Commission et de savoir où on peut aller plus loin aussi. Une des hypothèses qui me semble intéressante à explorer, c'est de savoir comment la Commission pourrait financer la consolidation des ETI et des PME pour les rendre plus robustes, hein, enfin, une sorte de Mittelstand de grosses ETI à l'allemande au niveau européen dans le domaine de l'armement, mais aussi peut-être avoir plus de soutien à cette base industrielle dans sa transformation, parce qu'en fait, il y a une révolution fondamentale dans la façon de travailler. On a une base industrielle qui a été héritée de la guerre froide dans sa grande majorité. Il faut passer à une nouvelle génération d'équipements et passer donc à des nouvelles techniques de travail, de coopératif en développement, de gestion de la production. Et ça suppose des investissements pour lesquels les États n'ont pas d'argent. Donc, il y a un problème structurel ici. Or, comme je l'ai dit, l'article 172 du traité utilisé par la Commission permettrait aussi d'avoir ce rôle, non pas de choisir les choix d'équipement, non pas de définir les équipements en soi, mais de donner les moyens industriels pour avoir une base plus robuste, ce qui est quelque part ce qui a été amorcé dans la DG Défi par Thierry Breton, dans des domaines stratégiques comme le spatial, les microprocesseurs ou la gestion des matériaux critiques, par exemple. Donc, on voit ici qu'on est une articulation très intéressante où on pourrait avoir un effet levier très important de l'Union européenne pour faire émerger une vraie défense européenne, en tout cas en termes de réponse aux besoins capacitaires. Eh bien, merci à nos deux intervenants, Delphine et Renaud. Personnellement, je retiens le mot complexité, hein, de notre défense européenne, hein, et qui se traduit quelque part finalement par une certaine impuissance sur la scène internationale. Je pense que maintenant on peut échanger sur le sujet et nous sommes 37. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui ont été suscitées par votre intervention. Je laisse la parole à ceux qui veulent la prendre. C'est Patrick Roland, non? Non. Qui veut intervenir? Jean-Luc, vous avez une question? Oui, absolument. Bonjour à tout le monde. Vous avez parlé, Renaud, des F-35. Je posais la question,
Est-ce qu'au niveau des AWACS, on n'a pas le même problème avec les États-Unis? Alors bien sûr, oui. Par contre, faut couper votre micro parce que, voilà, Patrick, par exemple, je pense que ça. Il y a les AWACS sont une vraie question. Alors, il y a deux situations. Je pense qu'il faut distinguer la situation des années 80 et la situation d'aujourd'hui. Dans les années 80, en fait, il n'y a pas tellement de choix parce qu'en fait, c'est un système qui était développé par les Américains. À l'époque de François Mitterrand, les armées se sont posé la question de savoir s'il fallait faire un programme parce que c'est pratiquement la seule capacité qu'on n'ait pas développée au niveau national. Hein. Donc, mais on s'est dit que de toute façon, il faudrait très peu d'équipements. Donc, le coût de développement de cette plateforme, par l'ancêtre de Thales, aurait été vraiment très élevé pour fabriquer deux ou trois avions. Et on n'a pas été en mesure, compte tenu du fait qu'on n'ait pas d'autres marchés que la France, d'entretenir les compétences. Donc, il a été considéré que c'était pas pertinent de se lancer dans ce genre de développement parce qu'en fait, ce serait vraiment pour le coup un gaspillage et qu'il valait mieux consacrer les moyens à d'autres capacités, notamment l'observation. Sachant que la mission des AWACS, c'est quand même une mission de très haut niveau, donc qui n'est pas le contexte peut-être le plus envisageable en termes de dépendance. Alors, la question se pose aujourd'hui pour le remplacement. Euh, Ce qui coûtait très cher déjà dans les années 80 coûte encore beaucoup plus cher maintenant. Donc, euh, on pourrait imaginer une solution européenne, parce que là, on pourrait certainement avoir une masse critique en incluant les Britanniques. Pourquoi pas? Mais on peut se poser la question de savoir si ce qui était un gros système par le passé ne pourrait pas être traité par des moyens plus distribués. Je pense qu'ici, il y a vraiment une question qui se pose, d'avoir peut-être plus de moyens et avoir une vision distribuée du besoin. Ça serait pas complètement inenvisageable du point de vue de l'évolution technologique. Mais néanmoins, il est certain que la France toute seule aurait du mal à développer ce genre de capacité. Voilà. Donc en fait, il y a vraiment une logique très économique. Hein. Moi, je suis économiste de base. Pour une technologie de production de données, une taille de marché donné, il y a un nombre naturel d'acteurs. Malheureusement, dans cette technologie de défense, on est largement en dessous de 1. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune viabilité pour une activité face à ce genre de marché. Donc, après, je pense qu'il faut toujours envisager les alternatives technologiques que l'on peut avoir et se dire que finalement, on peut peut-être conduire une mission, peut-être pas aussi haut niveau que les Américains, mais en tout cas avec une autonomie stratégique assez garantie malgré tout. Une question? Oui, 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 moi. Oui, Ouvrez bien vos je vois que... micros. C'était Oui, qui? Bonjour, merci aux deux présentations très intéressantes. Moi, je me pose une question sur l'économie et la défense à court moyen terme. On voit depuis 2022 la guerre en Ukraine qu'il y a une nécessité de réinvestir dans la défense au niveau des différents pays européens. Et on constate que une bonne partie des investissements qui ont été engagés ces dernières années euh, des produits américains principalement. Est-ce qu'on ne peut pas envisager que la Commission européenne arrive à imposer une sorte de préférence européenne sur toutes comment dire, sur tous les moyens de défense, tout le matériel qui existe actuellement en Europe, où on a le savoir-faire technique, les AWACS, on n'a pas forcément le savoir-faire, mais quand je pense par exemple au système de défense antiaérienne, où on va, sous la conduite des Allemands, mettre en place un grand programme avec deux des matériels qui sont produits, l'un en Israël et l'autre aux États-Unis, alors qu'il y a un savoir-faire en Europe. C'est un peu dommage. On n'a pas d'argent et on va financer nos concurrents. C'est une très bonne question. Après, je pense que Renaud aura plus de billes que moi pour répondre, mais ce qui est assez frappant, c'est que sur ce sujet-là, notamment du retour sur investissement, y compris, en fait, c'est lié aussi avec l'utilisation de la facilité européenne de paix
à destination de l'Ukraine. En fait, le problème, c'est que tous les États européens ne voient pas la chose de la même façon que nous, Français, qui justement plaidons beaucoup pour cette idée de critères européens, notamment, alors si vous savez un peu comment fonctionne la Facilité européenne de paix, le principe, c'est que les États cèdent en fait du matériel à l'Ukraine et envoient ensuite leurs factures, entre guillemets, à la Commission, qui les rembourse à hauteur d'à peu près 60% de la somme que représente l'équipement engagé. Sauf que le problème, c'est que jusque-là, avec ces remboursements, les États n'ont pas été obligés de racheter, en fait, de réinvestir dans du matériel européen, tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre sur l'inscription de ces critères de provenance européenne. Et la Commission n'a pas forcément la légitimité pour le faire, parce que comme le disait Renaud, tant que la défense demeure en fait dans le domaine régalien, ça paraît très compliqué pour la Commission d'aller essayer d'imposer ce type de critères-là. Pour compléter ce que disait Delphine, en fait, la Commission peut avoir un levier à partir du moment où les pays acceptent de passer par des mécanismes comme EDIRPA ou ASAP ou d'autres, et qu'il y a des règles, mais sauf que dans les négociations qu'il y a sur EDIP, par exemple, aujourd'hui, des États s'opposent entre certains qui voudraient avoir 85% de contenu européen et d'autres qui seraient d'accord pour financer tout et n'importe quoi. Donc, parce que les États n'ont pas forcément la même représentation. En fait, il faut garder en tête que l'Europe est une diversité énorme. Il y a des pays qui sont tout petits, donc ils n'ont pas les capacités d'envisager de développer leur industrie, ils s'en fichent quelque part. Il y en a d'autres qui ont très forte dépendance par rapport aux États-Unis en termes de sécurité. Donc, ils achètent de la sécurité en achetant du matériel américain. Donc ici, on peut essayer de forcer les choses en disant, voilà, il y a une contrepartie à un financement, mais si les pays choisissent de ne pas passer par ce mécanisme, eh bien, ils sont libres de leur choix. Et avec parfois, parfois, je pense aussi, il y a un problème d'éducation. Hein, pensez que quand vous êtes dans un petit pays, ben, il y a très peu de personnes dans le ministère des Armées, les gens ne sont pas forcément capables d'avoir des experts pour les conseiller au niveau politique. Et donc, de ce fait, bah, la solution évidente, c'est de passer par des programmes d'achat aux Américains, notamment FMS. Hein, c'est un système d'État à État. Donc, c'est plus simple. C'est en fait le Pentagone qui gère pour vous l'acquisition. Donc, vous vous débarrassez du problème. Alors que quand vous voulez faire un projet plus ambitieux, bah, ça suppose avoir des compétences, des moyens, des ressources. Euh, Quand vous avez des armées qui sont à 10 000 soldats comparé à la France où il y a 250 000 personnes, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas face à même enjeu. Donc ici aussi, c'est peut-être aux gros États, aux grands États d'être capables d'accompagner les petits et de les associer à des projets. Alors dans les DIRPA, c'est ce qui a été fait, par exemple. On a des grands États qui ont pris la main sur les achats au nom d'autres États. On peut passer par l'OCAR également, hein, qui est une agence intergouvernementale où en fait l'OCAR peut acheter au nom des États. Donc ici, il y a un problème de, de, de différence de moyens et de capacité à gérer les choses. Et ensuite, il y a aussi des mauvaises représentations parce que en fait, on se rend compte, hein, c'est comme on connaît mieux la géographie de la Lune que des fonds marins, ben, c'est un peu pareil. On connaît mieux les solutions américaines que les solutions européennes. Il y a un défaut de connaissance. Où là, la Commission pourrait aussi jouer son rôle. Hein. Je l'ai dit dans les munitions, par exemple, par rapport à Thierry Breton. Mais il y a plein de choses en fait où les gens ne pensent pas en fait à ce qui peut exister. D'ailleurs, il y a une méconnaissance. Nous, on connaît les produits français, mais il y a plein de produits que vous ne connaissez pas en Europe, hein, dans tous les domaines. Donc ici, ben, pour qu'un marché fonctionne, il faut savoir que le produit existe. Hein. C'est le principe de la publicité dans les marchés civils. Hein, si vous ne faites pas de publicité, votre produit n'existe pas. Donc, même s'il existe physiquement. Donc ici, c'est pareil. Il y a un problème de lisibilité du marché, qui est un vrai défi et pour lequel on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'actions qui sont conduites. Hein. Donc, les coûts de transaction sont toujours un élément important dans la fluidité d'un marché. Et ici, ils sont très élevés, les coûts de transaction. La recherche d'une solution est compliquée. Donc, le plus simple, c'est de prendre ce qui est évident. Hein. Ce qui est visible, alors, ce qui est visible, bah, c'est les Américains ou les Israéliens parce qu'ils sont très connus, en fait. Hein, voilà. Donc, il y a un vrai effort. Après, forcer l'État à renoncer à acheter un produit américain, ça peut être compliqué parce que vous pouvez imaginer qu'il y a des besoins à court terme et que la solution européenne arrive à plus long terme. Le général Zorn, qui était l'équivalent du chef d'état-major allemand, avait dit en 2022, je ne veux pas de programme en coopération parce que c'est trop long, c'est incertain, c'est trop cher et c'est trop compliqué. Je veux une solution rapide tout de suite. Bah, malheureusement, pour beaucoup de militaires, c'est la réponse à un problème d'équipement à court terme. Hein, c'est difficile
de dire aux gens, bah, vous allez avoir un équipement dans 10 ans, peut-être, si tout se passe bien, alors que vous pourriez l'avoir peut-être plus vite. Par contre, ce que perdent de vue beaucoup de pays européens, c'est que les États-Unis ne sont pas capables de livrer aujourd'hui. Et que peut-être que la solution européenne, elle sera longue à arriver, mais de toute façon, la solution américaine, elle est toujours longue à arriver parce qu'ils sont à saturation de leur capacité de production. Hein, aujourd'hui, un délai de 5-6 ans pour acheter un matériel américain, c'est pas surprenant. Pourquoi? Parce que, un, ils ont déjà promis beaucoup de livraisons, et deux, ils sont en train de s'équiper massivement par rapport aux Chinois. Et donc, ça veut dire que vous ne passerez pas avant les Américains. Une autre question? Tu m'entends, Yvan? Oui, oui, Jean-François. Oui. Alors, oui, j'ai une question. La proposition de Madame van der Leyen d'exclure des 3% de limite d'endettement les dépenses militaires peut-elle conférer à l'Europe une plus grande souplesse et à chaque État une plus grande souplesse pour précisément investir davantage dans la défense. Alors moi, j'aurais une réponse en fait un peu en demi-teinte. Alors, d'une certaine façon, ça serait plutôt une bonne nouvelle, notamment pour nous Français qui avons quand même un gros problème de dette nationale. Mais je dirais que c'est pas c'est pas une solution qui est soutenable à long terme, puisque d'abord, c'est une solution qui fait vraiment débat et à laquelle s'opposent en particulier nos partenaires allemands, mais aussi d'autres pays. C'est que la Suède aussi est vraiment pas très partante sur le sujet. Mais surtout, la question qui va se poser, c'est combien de temps ça peut être soutenable. Et si c'est en plus pour investir plus, mais de façon désordonnée, le risque, c'est d'arriver à des gaspillages, en fait, un éparpillement des matériels qui, de toute façon, ne permettra pas d'augmenter la capacité globale des Européens à agir ou à faire face aux menaces. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais si on coopère vraiment. Parce que si on continue à travailler en silo comme on le fait, ça lève en fait en quelque sorte une difficulté matérielle, mais pour pas faire progresser davantage un marché européen de défense. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Alors, pour compléter la demi-teinte, en fait, voilà, est-ce que c'est juste s'équiper plus facilement, ce qui est la réponse peut-être à court terme par rapport au sentiment de menace, mais est-ce que ça apporte une solution de sécurité à long terme, comme disait Delphine? Hein, il faut savoir les choix que l'on fait, parce que si on investit sur le long terme, aussi on récupérera une partie de l'investissement en termes d'emploi, d'activité économique. Et donc ça peut être positif. Mais il y a aussi, enfin, ce débat-là me semble un peu, en tant qu'économiste, un peu surréaliste parce que, bien sûr, ça va permettre d'alléger les contraintes des règles, donc des sanctions. Parce qu'en fait, vous savez qu'aujourd'hui, la France est sous menace d'une sanction de la Commission européenne pour dépassement des critères d'équilibre budgétaire. La Pologne aussi, d'ailleurs, hein, en partie à cause des dépenses militaires. Mais le problème, c'est que ça, ce sont des règles d'appréciation politique ou de gestion, de gouvernance. Mais in fine, il est nécessaire si ça ne fait que changer les règles des finances publiques nationales. Et donc ici, à mon sens, bah, ça pose toujours le problème de la dette qu'il faut lever pour pouvoir payer ses dépenses. Donc cette dette-là, il faudra bien la rembourser un jour. Donc finalement, on, on, on est dans les mesures d'exception. D'ailleurs, c'est comme ça que Mme von der Leyen l'a annoncé. Hein, c'est des règles comme la Covid ou d'autres choses. Donc, c'est des mesures d'exception dérogatoires, mais qui ne résoudront pas le problème du paiement à terme de ces emprunts. Donc, la solution, elle est bien plus dans ce que prônent certains pays, dans la Pologne, de dire, eh bien, il faut que la Commission européenne, l'Union européenne puisse cofinancer des investissements. Pourquoi? Parce que la Commission européenne a très peu de dettes, un peu plus qu'avant la Covid, mais très peu de dettes, donc elle a une très bonne qualité de signature, une capacité d'emprunt complémentaire des États, mais ça suppose, en contrepartie, que si la Commission paye des équipements, eh bien, elle ait du pouvoir sur les décisions. Donc voilà. En fait, ici, après, sinon, c'est le débat qu'il y a eu en Allemagne, Delphine connaît mieux ça que moi, c'est de dire, ben, si on est à ISO-budget, la solution, c'est de baisser les autres dépenses. Et ça, c'est ce que poussent certains pays d'Europe de l'Est, mais qui est difficilement acceptable. Est-ce qu'on peut accepter des dépenses de santé, des dépenses de retraite, des dépenses d'éducation plus faibles pour avoir plus de dépenses d'armement? Alors, le ratio va évoluer, hein, mais il se fera à budget constant. Et donc ça, c'est un débat politique aujourd'hui qui me semble difficile d'engager.
Je dirais même pour ajouter en fait dans cette ligne que c'est un débat politique qui fracture les pays européens. On l'a bien vu en fait sur les dernières élections en France. Je pense qu'on va le voir en Allemagne encore cette semaine. C'est aussi une véritable question de choix de société en fait qui se pose à nous. Et dans le cas français, on voit combien c'est difficile en fait de parler sereinement de la question budgétaire, tout simplement parce qu'on a une assemblée qui est tellement fracturée qu'elle n'a pas du tout les mêmes attentes. En prenant la même enveloppe budgétaire, les différents groupes politiques n'ont absolument pas les mêmes attentes sur ce qui doit être fait en fait avec ce budget public. Et c'est une question qu'on retrouve en fait dans la majorité des pays européens. Et il y a une question sur la BCE. Donc la BCE, elle n'a pas vocation à financer des dépenses publiques. La Banque centrale européenne peut racheter des dettes d'État. C'est ce qu'elle a fait pendant la crise de 2008, enfin après la crise de 2008, mais a priori, elle a pour vocation de revendre ses dettes. C'est une facilité pour créer de la liquidité notamment. Donc les banques centrales ne financent pas en fait la dépense publique. Elles ne sont pas faites du tout pour ça. Elles sont faites pour gérer la dette historiquement, gérer la création de masse monétaire plus moderne, d'un point de vue plus moderne. Mais c'est la BEI. La BEI a des ressources et donc la Banque d'investissement européenne pourrait financer des projets. Mais ça serait dépenser c'est plutôt soutenir l'industrie et l'innovation que vraiment financer. En fait, c'est plutôt des facilités financières par rapport à un programme de levée de fonds par ailleurs pour des entreprises. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait un autre commentaire sur les drones. Les drones européens, ça dépend de quoi on parle. Euh, je pense que sur les drones européens, on a des projets, mais on se rend compte que ça reflète ce que je disais précédemment. Il y a un projet Eurodrone. Alors moi, je sais, j'ai passé 14 ans de ma vie chez Airbus et j'ai passé 14 ans sur ce projet, donc il n'a toujours pas abouti à une livraison de matériel. Donc, on voit ici que justement que la Commission puisse faire changer les comportements des États sur ces questions-là. Je sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat. Je n'ai pas vu d'autres. Moi, j'ai une petite question. Alors, l'attitude violente mais franche de Trump. Delphine, je te laisse la question sur Trump. Alors effectivement, en fait, ce qui est intéressant là avec Trump, c'est que on a déjà l'expérience, puisqu'il y a déjà eu un premier mandat Trump, et Trump nous a déjà en fait tenu tête, a déjà considéré les Européens comme des gens qui ne dépensent pas assez, qui dépendent des autres. En gros, le discours de Trump actuellement, c'est juste une radicalisation du discours qu'il a déjà tenu pendant son premier mandat. Et le problème, c'est qu'on a déjà vu pendant son premier mandat qu'il y avait, alors il y a eu des avancées en fait dans l'Europe de la défense, mais pas suffisamment pour que ça soit vraiment consolidé. Et la grande différence entre le mandat Trump 1 et ce nouveau mandat qui s'ouvre, c'est qu'en plus, l'équilibre des forces politiques en Europe a profondément évolué depuis. C'est-à-dire qu'on est là où, dans le mandat Trump 1, on avait quand même en France comme en Allemagne, des gouvernements qui étaient stables, qu'on avait en fait des partis populistes qui étaient relativement limités. On est aujourd'hui dans l'Union européenne de 2025 face à un Trump qui justement est extrêmement violent avec nous, dans un contexte où un certain nombre de pays européens ont en fait à leur tête des chefs d'État populistes qui partagent un certain nombre d'idées de Trump. Regardez l'Italie, regardez aussi le cas de la Hongrie, la Slovénie également. On a deux grands pays européens qui sont en crise politique profonde, la France et l'Allemagne, et on verra bien ce que donnent les élections en Allemagne, mais l'AfD risque quand même de faire des scores très importants. Et du coup, la stratégie de Trump, c'est justement de s'appuyer sur ces partis populistes en Europe pour en faire des relais de ces idéologies politiques et mieux diviser, mieux fracturer les sociétés européennes. D'ailleurs, si je crois que c'est Vance qui a dit hier que les élections en Roumanie, en fait, n'avaient pas à être annulées, ça prouve bien qu'il y a une volonté américaine d'ingérence dans les affaires européennes pour pouvoir mettre à la tête de la majorité des pays européens des dirigeants Trumpo-compatibles, en quelque sorte, qui soient plus facilement manipulables. Et ça, c'est une différence profonde, en fait, avec le premier mandat de Trump, qui rend, du coup, la coordination entre Européens d'autant plus compliquée, parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur le fond du projet européen aujourd'hui. Et
je crois bien que les élections de juin dernier l'ont montré, ça, cette difficulté de s'entendre en fait sur quelles sont les prochaines étapes. Et pour moi, c'est quand même cette situation qui est radicalement différente à la période de 2016-2020 qui complexifie beaucoup les choses. Et c'est sans doute aussi ce qui explique que le choix de la France de confier seulement certains États, c'est de miser sur ceux qu'elle considère comme étant les plus allants pour pouvoir coopérer ensemble, contrairement à d'autres. Alors moi, je regrette un petit peu, par exemple, que la Lituanie n'ait pas été conviée aujourd'hui, parce que je pense que c'est vraiment aussi dans les pays baltes qu'il faut coopérer avec les pays baltes, parce que c'est là que se joue aussi la sécurité de l'Union européenne. Mais on voit bien qu'on revient en fait aussi à une diplomatie de club, ce qui était peut-être un peu moins le cas lors du premier mandat Trump. Donc tous ces éléments et ces changements profonds dans les sociétés européennes et dans les classes politiques européennes font qu'une unification européenne aujourd'hui est de toute façon beaucoup plus complexe qu'il y a 10 ans de ça. Oui, bonsoir. Pour revenir à ce que vous avez dit sur les alternements des Européens, ben, il faudrait que les Européens ils regardent ce qui s'est passé avec les Australiens parce qu'eux, ils sont pas prêts d'avoir des sous-marins. Voilà, ça leur apprendra à vivre. Ils ont voulu prendre américain et ils peuvent aller en deuxième semaine. Par rapport à ce que vous disiez sur la Lituanie et ce phénomène de club qui a été initié aujourd'hui par le président Macron, ne pensez-vous pas qu'à 27, c'est totalement ingérable? Bon, ça reste qu'une évidence. Mais peut-être qu'un format avec une dizaine de pays qui puissent prendre des décisions beaucoup plus rapides dans dans un contexte qui peut nous amener, comme disent les Danois et les Allemands, à avoir une guerre avec les Russes d'ici moins de 5 ans, hein, c'est ce qui se dit. Donc, faudrait peut-être quand même qu'on évite d'oublier trop certaines choses, je pense, et on se revoit dans 5 ans. J'espère avoir tort, mais j'en suis pas totalement persuadé non plus. De pouvoir justement, à moins pouvoir être plus actif et plus réactif, de façon à pouvoir éviter une explosion de l'Europe qui est voulue à la fois par les Russes et par les Américains et de pouvoir peser réellement dans les débats, puisqu'on a bien vu que, en gros, on allait devoir mettre des soldats, mais que c'était pas du tout le problème des Américains. Effectivement, alors là où je suis d'accord avec vous, c'est que je pense qu'effectivement, on avance plus facilement par petits groupes pour forger du compromis, mais je crois qu'il faut aussi qu'on tire les leçons de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est aussi pour la France et l'Allemagne notamment, le mépris total de ce qu'ont dit les Baltes et les Polonais pendant 10 ans, en fait, hein, depuis l'annexion de la Crimée. Et pour cette raison, je crois que, et c'est d'ailleurs un petit peu ce que Scholz et Macron avaient pourtant esquissé depuis 2022, l'idée qu'il fallait mieux coopérer avec les pays d'Europe centrale et orientale, qu'il fallait réorienter nos partenariats stratégiques et fonder la défense européenne sur eux. Ben, je crois qu'on est encore un peu en train de passer à côté, en fait, malheureusement. Enfin, là, moi, j'avoue que j'ai été très étonnée que la Lituanie ne soit pas, en fait, autour de la table, sachant que le commissaire européen à la défense est lituanien quand même. Donc, c'est un pays qui a des choses à dire sur cette question. C'est un pays dans lequel on déploie des troupes, y compris françaises, pour pouvoir participer à la manœuvre de renforcement de la sécurité à l'Est. Donc, j'ai un peu peur que finalement on réitère les erreurs du passé, c'est-à-dire qu'on fait un club avec les grands pays et puis on oublie un peu les petits sous prétexte que c'est des petits pays, justement. Non, mais le problème, c'est que les États ne veulent pas lâcher en fait la main sur la défense. Enfin, après, on peut comprendre, c'est légitime, et notamment politiquement, mais c'est quand même problématique parce que ça veut dire ici qu'il y a des choses qui ne sont plus à l'échelle nécessairement. Et donc, il y a une question dans le chat aussi sur est-ce que on peut aller au-delà de la politique des petits pas? Malheureusement, euh, on- il faudrait une fédéralisation de l'Europe, et ça ne concerne pas que la défense. Donc, l'initiative européenne d'intervention que évoquait Delphine, c'est une tentative de faire un club comme ça, on va pouvoir se coordonner, mais on ne sait pas trop vraiment, enfin, ça, c'est la montagne qui a couché une souris. On est en Rhône-Alpes, alors on peut dire ça. Mais euh, c'est très compliqué parce que c'est l'ultime rôle des États que de maîtriser la défense. À partir du moment où l'État le lâche, bah ça devient un État subordonné qui perd une grande partie de ses attributs. Donc,
ce pas fédéraliste, on n'est pas prêt de le franchir. Je dirais que c'est même pire, comme le disait Delphine, on est plutôt sur un repli national. Donc on a plus de dispersion des efforts de défense et des stratégies de défense depuis la guerre en Ukraine que avant. C'est plutôt inquiétant. Donc ici, après, c'est pour ça que vous voyez se multiplier des accords bilatéraux. Hein, on voit la France et la Pologne sont en train de négocier le traité de Nancy. On a les Britanniques ont fait des traités avec les Allemands, ils ont fait des traités avec qui d'autre, les Polonais, je pense. Il y a des accords franco-suédois. Enfin, on voit qu'on est plutôt dans un maillage d'accords que véritablement une action commune, sachant que en plus l'intégration militaire est très compliquée parce que on a l'OTAN. Et l'OTAN, c'est fait pour ça. L'OTAN, c'est un grand état-major permanent. L'OTAN a été créé pour pallier le fait qu'on n'ait pas d'état-major interallié en période de paix par rapport à un risque de guerre. Et c'est très compliqué à monter en période de guerre. Alors, c'est très compliqué. Pensez à la Première et la Seconde Guerre mondiale, ça a été très douloureux d'arriver à avoir un commandement intégré, même au niveau des armées d'un seul pays. Euh, pensez aux Britanniques, hein. Mais avoir un commandement interallié global, on l'a eu avec Foch à une époque pour la Première Guerre mondiale, mais c'est pas si évident dans la Seconde Guerre mondiale vu l'étendue des actions en cours. Et donc, on voit bien ici que il y a une tension entre une européanisation et une otanisation et la tentation de se mettre derrière les Américains plus mécaniquement, ce qui est facile, hein. Donc voilà. Donc on a beaucoup de contradictions, de tendances, de choix qui sont peu compatibles les uns avec les autres. Peut-être pour prolonger un peu la réflexion sur cette idée d'un fédéralisme, en fait, on voit bien aussi que quand on regarde nos débats politiques nationaux dans les États européens, c'est pas tellement ce qui est mis en avant. Regardez même d'ailleurs ce que proposaient les partis politiques français au moment des élections européennes. En dehors d'une petite poignée en fait de programmes, et je pense notamment au cas de Place Publique qui se situait un peu dans cette idée d'aller vers un fédéralisme, d'aller vers une défense européenne, en fait, qu'est-ce qu'ils nous proposaient? Ben, majoritairement des questions nationales en fait. Et d'ailleurs, la réaction du président Macron de dissoudre l'Assemblée, c'est d'autant plus choquant que c'est un président qui se dit très européen et qui a réagi à des élections européennes de façon complètement nationale, en fait, qu'il a pris comme un signal national. Donc, ça pose quand même une question qui est quel est le degré d'audibilité du discours fédéraliste aujourd'hui dans la majorité des pays européens? Et je crois qu'il n'est pas audible, tout simplement. Il n'est pas audible parce que les partis en fait qui soutiennent ce discours sont souvent placés dans la minorité ou dans l'opposition. Et parce qu'aussi, l'Union européenne est souvent présentée, y compris d'ailleurs par les partis politiques de gouvernement, à tort, comme étant finalement un peu la maîtresse de tous les maux. C'est-à-dire que dès que quelque chose dysfonctionne, eh ben, on va taper sur l'Union européenne. C'est tellement plus facile finalement que de se remettre en question, de remettre en question sa façon de gouverner. Donc forcément, en entretenant ça depuis plusieurs décennies, en disant toujours c'est la faute à l'Europe, comment on peut rendre l'idée d'une fédération européenne attractive aux yeux des citoyens qui votent et qui, de facto, choisissent en fait aussi le monde dans lequel on vit par leur vote. Pour moi, ça me paraît quand même loin, en fait, l'idée de fédération européenne, en tout cas à l'état actuel de la situation. Il faut pas perdre de vue qu'il y a un sentiment de perte de contrôle qui fait que les États ont tendance à s'arc-bouter sur ce qui reste les éléments qu'ils maîtrisent. On l'a vu dans la politique de santé, hein. La politique de santé était un domaine où la Commission a fait des propositions, s'est fait retoquer, et ce n'est qu'à l'aune de la crise du Covid qu'elle a été sollicitée pour agir dans le domaine. Donc ça veut dire ici que il y a cette phénomène de perte de contrôle qui est lié à la mondialisation, bien sûr, joue en faveur de ce repli un peu sur les outils traditionnels des États qui donnent le sentiment, en tout cas, si ce n'est la réalité, de contrôler ce qui se passe. Mais il y a une question dans le chat de monsieur ou madame Ricoeur sur les Européens qui préfèrent les États-Unis à l'Europe. Bah, l'Europe, euh, c'est pas un interlocuteur pour la plupart des pays, parce qu'en fait, on y est, mais finalement, il n'y a pas un vrai investissement des dirigeants politiques dans l'Europe, hein, on le voit. Hein, Poutine va appeler Ursula von der Leyen, mais elle peut prendre aucune décision par rapport aux questions de défense. Voilà, c'est ça le problème.
Donc c'est là où le fédéralisme a son sens, c'est qu'on sait clairement qui est en charge. Là, on est entre deux. Et donc, est-ce que c'est le Conseil de l'Union européenne? Est-ce que c'est le Conseil européen? Des gens n'aiment pas trop la différence entre les deux. Et pourtant, ce sont deux choses différentes. Euh, on voit bien ici que euh, on est dans un système où les Américains sont rassurants parce qu'ils sont très gros. C'est c'est comme le copain musclé dans la cour d'école, quoi. C'est vraiment ça. Mais bon, on n'est jamais avec Trump, on n'est jamais à l'abri de se prendre une claque quand même. Mais euh, voilà. Donc on est dans des situations un peu compliquées de ce point de vue-là. En fait, il faut garder en tête qu'on est dans un entre-deux, hein. C'est vraiment, on a une sorte d'hybridation. On est un peu une défense européenne, mais souvent par des moyens nationaux et qui sont peu coordonnés. Mais paradoxalement, ils sont pas si bien coordonnés que ça au sein de l'OTAN non plus. Donc voilà. Donc en fait, il faut pas penser qu'il y a une relation entre le sentiment de sécurité apporté par les Américains et la réalité de l'organisation de la défense au sein de l'OTAN. Hein, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de pensée magique, si on peut dire, hein. Les Américains seront là. D'ailleurs, les Allemands, c'est un peu surprenant le discours des Allemands par rapport à la vision française plus autonomiste. Mais il faut surtout pas dire qu'on n'aura pas les Américains avec nous. Bon. Alors, je pense que ce qui peut jouer peut-être aussi dans notre singularité française et notre penchant qui est quand même très indépendantiste, très autonomiste, c'est aussi le fait que la France, contrairement en fait à ses autres alliés européens, est détentrice d'une arme nucléaire qui est indépendante, ce qui n'est pas le cas des Britanniques. Et probablement que ce narratif nucléaire, il est quand même profondément ancré dans la culture politique française, ce qui n'est pas du tout le cas en Allemagne, par exemple, et dans les autres pays européens. Et c'est ce qui peut expliquer parfois le décalage qui peut être ressenti entre les attentes françaises par rapport à la défense européenne. D'ailleurs, on est le seul pays qui parle d'Europe de la défense et les attentes qui existent sur la défense européenne pour les autres. Et d'ailleurs, personne d'autre ne parle d'Europe de la défense. C'est-à-dire qu'en Allemagne, on va parler de politique européenne de défense, mais on ne parle pas d'Europe de la défense, qui est vraiment, pour le coup, un terme français et uniquement français, qui ne veut rien dire ailleurs. Donc, je crois que notre singularité stratégique, notre culture stratégique, fait aussi qu'on a cette posture un peu particulière qui nous conduit d'ailleurs aussi à être très vocaux au sein de l'OTAN, c'est-à-dire qu'on a réintégré l'OTAN pour différentes raisons, politiques, stratégiques, mais aussi parce qu'après tout, quitte à participer aux opérations de l'OTAN dans les années 90 et à payer quand même pas mal d'argent pour ça, bah, autant être aussi dans les clubs qui prennent les décisions. C'est plus intéressant. Mais la France est jusque-là le seul pays qui s'autorise à critiquer très ouvertement le fonctionnement de l'OTAN. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, lors du 70e anniversaire de l'OTAN, quand le président Macron avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale, ça avait créé une véritable levée de bouclier chez nos partenaires européens qui s'étaient empressés d'essayer de rassurer les alliés, Trump en premier, parce que c'était déjà Trump à l'époque, pour dire que non, que l'OTAN était très utile, etc. Bon, cette singularité française fait en fait que c'est pas toujours évident de rendre le discours français audible sur la défense européenne. Et l'autre aspect d'ailleurs de cette question-là, c'est que les quelques propositions qui ont eu lieu par le passé, y compris jusqu'au printemps dernier, sur une capacité européenne de dissuasion qui s'appuierait sur le nucléaire français, jusque-là, ça n'a pas été beaucoup plus loin que quelques mots échangés et puis un refus poli de nos partenaires. Bien, l'heure avançant, y a-t-il encore peut-être une dernière question? Parce que je vois qu'il y a quelqu'un vient de rejoindre. Bon, Il y a Georges qui veut poser une question, Yvan. Georges Cutlen. Oui, Oui, Georges? oui, bonsoir à tout le monde et merci pour les orateurs, c'était superbe. Mais c'est bien, mais moi je constate une chose qui ressort de ce qui a été dit, c'est l'échec des gouvernements et la réunion d'aujourd'hui le prouve.
À force de rien faire et de ne pas comprendre, à force de fermer les yeux, on en est au point où on est écarté d'une négociation essentielle pour l'Europe. Ça montre bien un échec total de nos dirigeants. Alors, je cherche les prétextes. On veut construire un système de sécurité. Or, un système de sécurité commence par un système, par un concept de sécurité. On ne l'a jamais défini. On a dit à Maastricht après, oui, oui, peut-être qu'on va faire un truc, il y aura un troisième pilier, puis bon. Mais on n'a jamais défini ce qu'on voulait défendre et quelles sont les valeurs. Derrière ça, il faut un concept politique. Encéphalogramme presque plat. En dessous, si on définit bien sûr le concept stratégique, alors on a fait des stratégies et on a fait des poncifs et des généralités avec des hauts commissaires, des hauts responsables et tout. Et puis on est arrivé à l'architecture où là on a une merveilleuse et complexe toolbox. C'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec tous les cycles absolument incompréhensibles. Et bien donc la question maintenant c'est de dire, et si on arrêtait un peu de construire cette Europe top-down qui ne se construit pas, et qu'on avait en même temps essayé d'agir vers une Europe bottom-up, c'est-à-dire impliquer les populations, définir des objets à défendre, définir des concepts qui essayent de transcender nos diversités nationales, géographiques, politiques. Et donc là, est-ce qu'il y a une action dans ce sens? Et aujourd'hui, est-ce que dans l'urgence, il y a quand même une mobilisation, y compris par le Parlement européen, par la politique, par des démarches différentes? Alors, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a des actions en ce sens qui appliquent les citoyens? Alors, à ma connaissance, oui. Alors, de là à dire qu'elles ont été efficaces, c'est une autre question. Mais il y a eu notamment en 2022 toute une phase en fait de consultation lancée par la Commission européenne qui invitait, alors à travers notamment le mouvement Europe Direct, à Grenoble, c'était aussi la Maison de l'International qui a un peu piloté tout ça, qui invitait en fait les citoyens intéressés, donc il n'y avait pas besoin d'avoir de compétences particulières, à se réunir un certain nombre de demi-journées pour réfléchir à différentes questions européennes et la défense en a fait partie. Et l'objectif en fait de ces réunions, c'était d'avoir le regard de quelques experts et puis de pouvoir ensuite formuler un certain nombre de propositions qui seraient remontées à la commission. Alors, il y a bien des propositions qui ont été formulées, y compris à Grenoble. J'ai moi-même participé à un des groupes. Mais je ne peux pas dire que ça a été pris en compte par la Commission. C'est-à-dire que, comme dans le cas des conventions citoyennes en France, j'ai l'impression qu'on consulte parfois le citoyen pour lui faire plaisir, en pensant que peut-être le citoyen s'ennuie, en fait, c'est pas quoi faire de sa peau. Et puis qu'après, quand il est question de reprendre les idées, même quand il peut y avoir des bonnes idées, parce qu'en l'occurrence, là, dans le groupe dans lequel moi je jouais le rôle d'expert, mais du coup, on avait un certain nombre de citoyens, il y avait quelques très bonnes idées, et ben, j'en ai vu aucune reprise. Vous voyez? Et je le vois aussi avec mes étudiants qui participent chaque année à des simulations au Parlement européen, qui chaque année font aussi des propositions. À chaque fois, on leur dit oui, c'est très bien, on va étudier vos propositions. Et puis, ben, qu'est-ce qui se passe? Jamais rien. Hélas. Hélas. Donc, c'est un peu décourageant. C'est un peu décourageant. Mais moi, je reste quand même convaincue qu'une des clés, c'est quand même nos citoyens qui l'avons, puisque c'est par notre vote aussi qu'on dessine l'Europe de demain. Et je ne suis pas sûre que tous les citoyens ont compris ça au moment des dernières élections. La faute à nos partis, en fait, qui nous présentent très mal les choses et qui instrumentalisent ces élections pour faire avancer leurs pions au niveau national. Et je trouve ça d'autant plus dommage, en fait. Le problème, c'est que l'Europe n'est pas un projet politique. C'est un projet d'intégration commerciale. C'est Montesquieu, le doux commerce, pour éviter initialement de retomber en fait dans une guerre. Donc, en fait, on n'a pas de projet politique pour l'Europe. Sinon, on ferait une fédération. Donc, euh, c'est la seule logique. Alors, c'est très compliqué de faire une fédération, hein. C'est pas naturel. En fait, souvent, on fait des fédérations de choses qui existent déjà, hein. Par exemple, les États-Unis, c'est aussi le Mexique, hein, les États-Unis du Mexique, hein. Mais c'est juste une fédéralisation d'un pays qui a été centralisé. Il y a d'autres pays, l'Argentine aussi, c'est une fédération. Mais des pays qui s'allient et qui fusionnent, c'est assez compliqué. On le fait face à une menace, hein, pensez à la Suisse, hein, qui est pas très loin. Ben, les Suisses se sont réunis, non pas parce qu'ils s'aimaient, mais parce qu'ils avaient plus de haine pour les autres que pour les voisins. Et les montagnards n'aiment pas tellement les gens des vallées d'à côté en général. Donc, mais prenez les États-Unis. Qu'est-ce qui a fait que les États-Unis sont unis?
c'est qu'il y avait deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'ils pensaient que les Britanniques reviendraient, et ils sont revenus en 1812, donc ils n'avaient pas tort. Pas pour les mêmes raisons, mais parce qu'on pourrait revenir dessus, mais ils ont donc construit à l'indépendance des fortifications along la frontière avec le Canada pour se protéger de l'invasion. Donc ça veut dire ici qu'il fallait se défendre contre quelque chose. Et deuxièmement, ils ont eu besoin de gérer la dette de la guerre d'indépendance qui était supportée par deux États, hein, le Massachusetts et, la Pennsylvanie et aussi un peu New York. Donc il fallait pouvoir gérer cette dette. Donc voilà, donc c'est pas des éléments très positifs en fait, hein. Il faut pas refaire l'histoire dans le sens rose. Et donc malheureusement, et c'est cette capacité d'aller de l'avant, c'est aussi sous une vraie contrainte. Et donc peut-être que la contrainte n'est pas assez forte, malheureusement. Ouais. Il y a encore une question sur l'OTAN qui semble un pilier incontournable. Et la question est posée sur notre capacité à négocier, hein, la participation américaine à l'OTAN. Avec Trump, c'est facile, hein, il faut payer. Donc hein, il a dit les pays européens ne payent pas leur cotisation à l'OTAN. Alors, ça veut rien dire parce qu'en fait, on paye notre cotisation à l'OTAN puisqu'en fait, il y a un financement commun à l'OTAN. L'OTAN, c'est rien, hein, c'est 3 ou 4 milliards d'euros hein, de budget. Donc ça, c'est la partie commune qui s'appelle vraiment l'Organisation de l'Alliance Atlantique. Mais ce qu'on appelle l'OTAN, en fait, c'est l'Atlantique Nord, en fait, les pays de l'Atlantique Nord. Et donc ici, sur les 1500 milliards de dépenses militaires de l'Alliance, eh bien, les États, bien sûr, peut-être ne dépensent pas assez. Et ce que veut Trump, c'est qu'on achète beaucoup de matériel américain et qu'on finance des activités des forces américaines. Mais ça, c'est pas une solution. Parce que d'abord, hein, on va payer et puis on n'aura aucun retour en termes d'emploi et d'activité économique. Et ensuite, le jour où ils nous laisseront tomber, ils nous laisseront tomber. Donc il ne faut pas se leurrer, hein. C'est ce que disait De Gaulle, hein. Les pays n'ont pas d'amis. Ils ont des partenaires. Donc, eh bien, c'est ça. Donc, soit on accepte et on espère que tout se passera bien, mais ça, c'est extrêmement périlleux comme situation. Parce que le jour où on nous laisse tomber, c'est fini. Hein. Pensez à Taïwan, hein. On est comme Taïwan, hein. Le jour où le président dit, oh ben non, je ne peux pas me fâcher avec les Chinois, ou c'est pas mon histoire, il n'y aura plus de Taïwan indépendante. Donc, n'oubliez pas que Trump avait quand même dit à une époque, hein, c'est quoi qu'on paye, ça ne garantit en rien ce qu'on aura. Et il a bien dit qu'il ne se battrait pas pour Vilnius si Vilnius était envahi, si les Lituaniens ne payaient pas leur cotisation à l'Alliance. Donc voilà. Donc l'avantage de Trump, c'est que on connaît la vérité des prix. Il n'y a pas de doute. Mais donc la seule solution pour se défendre, c'est de se défendre par soi-même. Après, il faut être dissuasif. Et je pense que ça renvoie à un problème vraiment fondamental. C'est le problème de la crédibilité, notamment de la France par rapport à ses partenaires européens. Si on n'est pas crédible dans notre engagement, dans nos moyens et dans la capacité à agir avec eux, on a beau dire tout ce qu'on veut, on ne sera jamais capable de leur donner une alternative crédible face aux Américains. Et c'est, pour en discuter avec des experts comme Delphine, la plupart des gens ne sont pas convaincus que les Américains viendront automatiquement. Il y a plus de chances qu'ils viennent que nous. C'est ça le problème. Et donc ici, il y a vraiment un effort. Il y avait dans le chat des commentaires sur le record. Ben, il faudrait vraiment avoir cette logique de capacité de travail en commun, hein, qui existe de manière embryonnaire entre les Allemands et les Néerlandais, par exemple, dans les véhicules blindés, dans le même domaine entre les Français et les Belges. Mais on a un saut énorme à faire pour pouvoir passer à une échelle qui soit crédible. Voilà. Et peut-être que, alors là, ça c'est mon cheval de bataille, peut-être qu'il faut qu'on arrête en France, et on est en train de faire la révision de la revue nationale stratégique, il faut qu'on arrête de vouloir être acteur dans le monde entier, alors qu'on n'est même pas capable d'être acteur auprès des autres Européens. Donc à quoi ça sert d'avoir un porte-avions pour aller se battre contre la Chine au large de Taïwan si on n'est pas capable de défendre Hambourg, hein, très clairement. Là, ici, il y a un moment donné, il faut aussi un réalisme décideur qui voudrait avoir le beurre, l'argent du beurre et le souhait de la crémière. Donc voilà, il y a un moment donné, le, le rêve impérial n'est pas la réalité de notre engagement. Et je pense que c'est un des gros problèmes que les Européens ont par rapport au président Macron. On se paye de mots, véritablement. Et ça, des choses concrètes, c'est important.
des vrais engagements, des vrais programmes communs. Quand je dis programme, c'est pas forcément de l'acquisition, hein, ça peut être des programmes d'organisation, d'exercice. Il y a, il y a un recentrage certainement de la France sur l'Europe qui est la seule condition pour devenir un pilier de la défense européenne, tout en restant allié avec les Américains, hein, mais sans en dépendre complètement. Et ça, c'est une révolution copernicienne, hein, vraiment, hein. Et c'est pareil chez les Britanniques, hein. Les Britanniques se vivent aussi dans une illusion de grandeur. D'ailleurs, on n'aura pas bientôt, on a bientôt pas le choix parce que de toute façon, si vous avez suivi ce que dit Peter Hegseth, le nouveau secrétaire de la Défense américain, en gros, c'est démerdez-vous, hein. Je schématise, mais concrètement, c'est ça. Donc, il va falloir qu'on se prenne en main et qu'on sache où sont les priorités. Et peut-être que là, ça va conduire à une vraie réflexion commune sur la défense de nos intérêts. Peut-être pas une fédération, mais peut-être une forme de confédération où on sera capable de mieux travailler ensemble. Mais là, il y a du boulot. Très bien. Peut-être que la prochaine étape sera une crise encore plus profonde. On va assister au dépeçage de l'Ukraine, on va assister à un nouveau Yalta entre empires. Bon, peut-être être optimiste alors, d'une certaine façon, Il faut tout puisqu'on faire n'a pas pour encore rebondir, réussi c'est à ça. aller jusque là. Oui, oui. Non, mais voilà, il faut se battre. Je pense que Delphine et moi, on essaie aussi de pousser, de faire réfléchir les gens, de discuter avec des parlementaires. Mais comme sur beaucoup de sujets, malheureusement, les gens sont plus sur des préjugés, sur des idées rattachées au passé que sur un réalisme et une vraie ambition. Donc, on manque, on a beaucoup trop de décideurs politiques et peu de gens qui ont une vraie vision politique. L'état de la politique française reflète ça, hein. Enfin, malheureusement, plus généralement, mais c'est pas qu'en France, malheureusement. Voilà. Donc, on verra. On peut espérer que aussi miser sur de nouvelles générations d'hommes politiques, peut-être avec une vraie ambition. On a eu des gens très ambitieux par le passé. Voilà. Très bien. Je dirais pour terminer que l'Europe est un ensemble qui peut être puissant, qui a les moyens d'une certaine politique qui lui reste à définir clairement pour fédérer tous les pays dans une sorte d'esprit de défense qui lui permettra de réagir au bon moment, j'ai envie de dire, hein. Je remercie nos deux intervenants pour ces propos très intéressants qui ont suscité un bel échange entre nous. Maintenant, il reste du travail pour le comité, on s'en rend compte, car on n'a pas encore trouvé la solution, mais peut-être des solutions qu'on proposera. Au moins, cette conférence, cette vidéo sera une pièce riche et intéressante pour notre mémoire. Et elle sera versée aussi à notre YouTube Tech de la R8 que d'autres associations régionales ont demandé d'ailleurs, hein. Je remercie notamment la R29 et puis la R23 d'avoir participé ce soir, hein, et ça enrichira, j'espère, leur réflexion. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et une bonne fin d'hiver pour peut-être aller vers un printemps plus radieux, au moins intellectuellement. Bonsoir à tous. Merci, bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Bonne Au revoir. soirée à tous. Bonsoir. Bonsoir et merci.